Bon, avant que Erwan nous rejoigne, un petit topo pour vous. Voilà, pour vous résumer un peu ce qui va se passer. On va parler de Starship et de la sélection de Starship pour ramener des humains sur la Lune en 2024, mais bon, peut-être un petit peu plus tard que 2024. Et on va discuter autour de ce sujet, vaste sujet, parce que ça a des applications énormes, notamment pour l'exploration spatiale lunaire, pour l'industrie spatiale, pour la gestion du risque dans des agences spatiales. Enfin bref, vous allez voir que on va partir vraiment dans tous les sens et discuter de plein de sujets autour de ce choix qui est vraiment pour moi un choix totalement historique. Et alors pour vous resituer un peu le contexte, Erwan est avec moi aujourd'hui. Erwan travaille au CNES, enfin à Thales pour le CNES sur la mission ExoMars, donc un rover de l'agence spatiale européenne qui se posera sur Mars en 2022 et enfin 2023, mais décollage en 2022. Et il a travaillé pendant ses études aussi sur un projet qui s'appelle le projet SEEDS, sur lequel moi aussi j'ai participé, mais dans la promo avant lui. Et dans ce projet-là, en fait, on a tous les deux travaillé sur des études d'avant-projet sur l'exploitation des ressources lunaires et des infrastructures sur la Lune pour soutenir une économie lunaire. Donc voilà, basée à partir de production de carburant, etc. Donc on a travaillé tous les deux 6 mois sur ce sujet, on en connaît un petit peu, ça fait longtemps moi que j'ai pas bossé sur ce sujet-là précisément, mais j'ai des souvenirs. Lui continue de bosser un petit peu sur ce sujet-là, sur son temps personnel, à la fois parce qu'il le vulgarise, il a créé un blog, si vous voulez aller voir son blog, c'est ezohack.space, il vulgarise il vulgarise en gros l'économie lunaire, les technologies vers la Lune ou l'exploration lunaire. Et puis en parallèle, il fait partie d'une association dans laquelle il y a un groupe de travail sur ces sujets-là, dans lequel il est très actif, mais il va nous en parler. Et voilà. Ah, il m'appelle. Allô ? Incroyable le fond. Salut Erwan. Allô ? Ouais, tu m'entends ? J'espère que ça marche. Allô ? Tu m'entends pas ? Attends, j'ai envoyé un chat. En fait, je t'entends sur le stream, mais pas sur le Ah, tu Skype. m'entends pas dans Skype ? Alors, attends. Allô ? Pourtant, si, c'est bon, hein. J'ai tout bon. Et du coup, entre le stream et Skype, il doit y avoir peut-être Ah bah ouais, non, d'écart, c'est sûr. donc c'est galère. Non, mais j'ai tout bon dans Skype, mon micro est bien détecté. C'est très étonnant. Attends, on va voir si c'est moi qui t'appelle. On va voir. Attendez, évidemment, pas un stream sans problème technique. Évidemment. Sinon, on va passer sur Discord, hein, vous savez quoi. Alors, j'essaye de l'appeler. Je vais rebrancher le kit main libre si ça marche pas. Ok, alors attends. Je l'appelle. Ouais, mais je voulais l'afficher simplement. J'avais toutes mes scènes prêtes avec Skype. Allô ? Non ? Ça marche pas ? Allô ? Catastrophe. Bon. Bah, au pire... Non, bah, je sais pas. Hein. Au pire, Discord. Hein. Skype, c'est vraiment le bordel. C'est terrible. Désolé, hein, ça arrive. C'est imminent. Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Ah, on n'avait pas fait de test avant. Mais en fait, j'ai pas fait de test avant parce que je savais que ça marchait. Je savais que ça marchait avec Erwan normalement. À Lego Discord. Ah, c'est bon ? Tu m'entends ? C'est bon, ouais. Super, ok. Je peux pas... Ok. C'était un problème ouais, on peut mettre la cam. Alors du coup, moi, tu vas pas me voir comme la cam est déjà utilisée sur le stream, mais moi, je peux t'afficher à l'écran. Moi, je te verrai sur le stream, au pire, il y a un peu de décalage. Ça roule. Allez, je t'affiche tout de suite, et voilà, incroyable.
Ah bah non, ça marche pas. Évidemment. Évidemment, alors attendez. Hop. Il faut juste que je set up la cam dans OBS. Mesdames et messieurs, c'est imminent, vraiment. Pourquoi ça marche pas? Oh là là. Ah non. Pourquoi ça marche pas? Je peux pas changer les propriétés de Oh là là, j'en ai marre. J'en peux plus. Il en peut plus. Je vais rajouter une source. Tant pis. On s'avoue vaincu. NDI, c'est où? Oh, quelle horreur! Quelle horreur ce Skype de l'enfer. Bon, après, même si on n'a pas la cam, c'est pas un drame. Hein. C'est pas un drame. Hein. Je peux pas rajouter une source, je sais pas ce qui se passe. Écoute, tant pis, hein. Tant pis pour la cam, hein, je pense. Allez, je désactive le flux vidéo du coup. Ça y est, c'est foutu, mesdames et messieurs. Tant pis. Non, mais je sais pas pourquoi. Genre, le NDI ne marche plus sur Streamlabs. Génial. Génial, c'est pas grave. Au pire, ce que je te propose, sinon on va sur Discord, comme ça on peut voir ton petit pseudo s'afficher, et ça sera le mieux, je pense. Ouais, bah si tu veux, en plus comme ça les gens peuvent join, c'est sympa en plus. Ah bah oui, clairement, hein, clairement, s'il y a des gens qui veulent venir discuter avec nous, y a aucun souci, ouais, carrément. Vas-y, on fait ça. Je raccroche Skype du coup. Ça roule. Bon, mesdames et messieurs, on va se mettre sur Discord, ça sera beaucoup plus simple, pas de caméra, ça sera beaucoup plus facile. Et let's go. Il faut que je prenne un channel public par contre. Un truc genre libre antenne. Discussion, voilà. Yo, salut Ben. Bon, bienvenue tout le monde, désolé, hein, ça prend un petit peu de temps, je suis désolé, mais c'est comme ça. Évidemment, en travaillant la journée, j'ai pas le temps de tester tout ça, donc il aurait peut-être fallu que je lance le stream qu'à 12h30. Mais peu importe, peu importe. Bon alors. Salut! Parfait. Il est là. Comment ça va, Erwan? Ça va. Bon. On est ensemble. Elle est vraiment rich, ouais. entre les... Ah mais c'est la catastrophe. Skype en ce moment, la mage Windows qui a tout fait bugger. Genre ça va, le télétravail on connaît bien. Salut Groldy. Bon appétit, salut Valkyr, bienvenue. Bon appétit à toutes et tous. Erwan, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement pour que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent découvrir qui es-tu. Et puis pendant ce temps-là, moi je vais régler 2-3 problèmes techniques. Ça marche. Bon après, du coup, tu m'as déjà un petit peu présenté tout à l'heure. Il y aura peut-être un peu des redites, mais du coup, je connais Corentin du Master Seeds. On a tous les deux travaillé, pas la même année, mais sur le même sujet, où du coup, le but, c'était de construire une méga usine de carburant sur la Lune et d'essayer de voir comment c'était possible de rendre ça rentable, enfin voilà, qui sont les clients. On n'a pas regardé que l'aspect technique, on a aussi regardé l'aspect économique, quoi, on va dire. Exactement. Et juste après ce Master Spé là, j'ai été recruté par Thales pour bosser au CNES. Et du coup, maintenant, je travaille sur ExoMars et sur MMX. Je suis à mi-temps sur les deux projets. Ah oui, c'est vrai que tu travailles sur MMX aussi, punaise, trop bien. ExoMars, là, je devrais cette année, là, bientôt, parce que le tir est l'année prochaine. Donc, ouais, voilà, t'es sur la fin, mais du coup, tu vas quand même continuer de suivre une fois que c'est envoyé, non? Je pense pas. Après, il y a les agents CNES avec qui je travaille, eux, ils vont suivre un peu les opérations et tout ça, mais moi, je passerai sur autre chose. Et ouais, du coup, je passe à temps plein sur MX. Super. Cool. Trop cool. On pourrait en parler des heures hein, du métier d'Erwan, mais ce midi, c'est pas le sujet. Ce midi, je garde une petite musique en background. Je sais pas si vous me dites les gens si ça vous gêne, mais ce midi, c'est pas le sujet. Ce midi, on va. Ah d'ailleurs, j'ai pas enregistré. Alors attendez, j'enregistre. Voilà. Ce midi, on va parler donc de la Lune, de Starship et du choix historique de la NASA
qui a sélectionné Starship pour faire atterrir des humains sur la Lune en 2024 et un petit peu plus après. C'est un choix qui a beaucoup d'implications et on va essayer de faire le tour, même si je pense pas qu'on arrivera à faire le tour. Mais et je trouve que c'est encore mieux qu'on en parle maintenant, parce que pour un petit contexte, la sélection de Starship sur la Lune, déjà, ça a un impact énorme sur l'exploration lunaire et donc, disons, le futur de l'humanité dans l'espace. Et avec l'actualité genre vraiment d'aujourd'hui, sur Mars, on a produit la première molécule d'oxygène, de dioxygène, d'O2 à partir de CO2 martien dans l'expérience MOXIE qui est à bord de Perseverance. Et là, on est vraiment en plein dans l'utilisation des ressources locales. Et c'est exactement ce que cette expérience a testé aujourd'hui sur Mars. On arrive à produire de l'oxygène à partir d'une atmosphère qui n'est pas celle de la Terre. Donc on pourrait potentiellement rêver à un futur de l'humanité qui utilise les ressources locales dans l'espace, et c'est exactement ce qu'on cherche à faire aussi sur la Lune et plus tard sur Mars évidemment. Et cette sélection de Starship a un énorme atout pour ça, pour ces aspects-là. Voilà. Par quoi est-ce qu'on commence, Erwan? Je sais pas trop comment aborder le truc, il y a beaucoup de choses à discuter. Ouais, c'est tellement, comme tu dis, c'est tellement énorme. Au final, ça va avoir tellement de changements que là, je pense que faut être super excité parce que ça permet d'ouvrir la voie vers plein de nouveaux trucs. Il faut aussi rester un peu modéré dans le sens où la NASA, pour le moment, ils ont continué à dire qu'ils voulaient mettre que 2 personnes à bord. Enfin, voilà, ils vont pas changer leur plan du jour au lendemain parce que ça reste un plan qui est assez risqué. Et oui, bien sûr. Je sais pas si pendant le discours de confirmation là, de Bill Nelson en tant que nouvel administrateur à la NASA, il disait que justement il allait demander des fonds supplémentaires pour financer un HLS dès que possible, quoi. Le but du programme, je sais pas si tu voudras le présenter aussi tant qu'à faire, un petit peu vite fait. Il y a ton micro qui coupe un petit peu de temps en temps, mais vas-y, c'est peut-être que quand j'essaye de parler, mais vas-y, pas de problème, ça marche. Allô? Je disais du coup, un des buts premiers du programme HLS, c'est de faire comme le programme Commercial Resupply Service et Commercial Crew. Donc c'est d'avoir deux personnes qui sont en compétition. Et là, le HLS, pour le moment, il n'y en a qu'un, quoi. Donc, Oui, tout à fait, ouais. Donc, mais c'était aussi dans la communication de la NASA pour le programme HLS depuis le début. Donc HLS, c'est le Human Landing System, c'est le programme, l'appel à projet qui a pour les industriels pour concevoir des systèmes qui vont faire réatterrir des humains sur la Lune. Et c'est Starship qui a été sélectionné en unique candidat pour le moment. Alors que tout le long de la phase de sélection, en tout cas depuis que ça a été communiqué, ce programme-là, la NASA a toujours fait très attention pour toujours dire le ou les sélectionnés. Et donc là, en n'en sélectionnant qu'un seul, c'est une stratégie, mais on l'a vu que la NASA a justifié son choix aussi parce que le Starship en fait était le moins cher de tous les concurrents. Donc il y avait trois concurrents. Il y avait Blue Origin, enfin le consortium de la National Team, Blue Origin, Lockheed et Northrop. Il y avait Dynetics, je vous montre en même temps, attendez. Afficher l'image. Il y avait Dynetics et puis il y avait Starship. Et hop. Voilà. Il y avait Dynetics et Starship, et c'est Starship qui a été sélectionné, et la NASA s'est justifiée en disant, ben voilà, en fait, c'était la proposition la moins chère. Donc, on n'avait pas le budget pour déjà en sélectionner 2, mais même si on voulait choisir un des autres, les 2 projets étaient plus chers que Starship. Donc déjà, ça c'est un truc de fou, que SpaceX arrive à faire un appel à projet moins cher pour un truc qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, beaucoup plus haut, beaucoup plus, quoi, tout, et peu cher.
Et la NASA s'est justifiée en disant, ben voilà, nous on sélectionne le truc le moins cher parce que c'est le seul truc qui tient la route pour notre budget, et en même temps, on laisse la possibilité au Congrès américain de voter un nouveau budget de la NASA s'ils veulent vraiment qu'on fasse voler un autre système d'atterrissage, quoi. Si j'ai bien compris, c'était ça, non? Ouais, dans le document qui justifie le choix, Catherine Leaders, elle disait que en fait, il n'y a aucune des trois options qui passait dans le budget tel quel. En fait, déjà, ils ont dû réviser leur, je sais pas comment tu dis, les jalons de paiement pour que du coup, ça passe sur leur annuel à chaque fois. Donc déjà, SpaceX, qui est le moins cher, a dû changer la façon dont ils demandaient de l'argent, quoi. Donc clairement, il y avait pas d'espace pour financer un deuxième développement en parallèle. Mais il y a un des arguments très forts aussi, c'est que SpaceX a annoncé qu'ils voulaient participer de leur poche au développement du projet. Et du coup, bah forcément, ça a fait moins de sous à aligner pour la NASA. Alors que les autres, ils étaient en mode, bah il va falloir raquer, hein. Il va falloir raquer, donc... Ouais. Donc ça, c'est quand même un argument très fort. Ouais, il me semble que tout s'y un petit peu d'investissement privé, parce que le but, c'est aussi de cofinancer le développement. Mais ouais, dans les justifications derrière, en fait, justement, faut qu'il fasse une espèce de business plan pour dire bah, vous allez pas être nos seuls. En gros, la NASA, vous allez pas être nos seuls clients. On va développer ça ensemble, mais après, je pourrais le vendre à d'autres personnes. Et ça, là-dessus, du coup, c'est aussi SpaceX qui avait le meilleur plan, apparemment. Alors, très bonne remarque hein, de Papy Mollusque qui nous dit qu'on a quand même encore beaucoup de doutes, qu'il faut être quand même critique vis-à-vis du projet aujourd'hui. Sans prendre en compte la faisabilité de Starship, sans prendre en compte la complexité d'un tel système, rien que le choix de la NASA de dire on va sélectionner Starship pour faire atterrir des humains sur la Lune, ça déjà, ça démontre un changement de paradigme. Pour vous refaire un contexte, dans l'appel d'offres, il n'y a pas de budget maximum affiché. Non, l'appel d'offres, Ben, c'est 3 entreprises qui sont en concurrence, et c'est un devis, quoi. Un devis, c'est-à-dire que le moins cher sera sélectionné. En tout cas, voilà, et justement, c'est la compétition entre les entreprises pour essayer d'avoir le projet le moins cher possible et le plus viable techniquement. Donc ils ne se concertent pas sur les prix avant, heureusement. Sinon, il n'y aurait pas de compétition. Après, il y a quand même un peu une sorte de budget max, dans le sens où la NASA a un budget annuel bien sûr. à respecter, quoi. Oui, bien sûr, mais bon, si tu commences à demander le budget annuel de la NASA pour ton système, tu sais que t'es hors des clous, quoi. Enfin, à un moment donné... mais pour en revenir à ce que je disais, c'est que qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Je sais même plus. Je sais même plus de quoi je parlais. Ah oui, faut être critique. Ouais, voilà. Et donc, je disais, donc, le choix de la NASA, déjà, il est historique dans le sens où ça démontre une moins grande aversion à la prise de risque, parce que typiquement, le choix de Starship, c'est un choix risqué, parce que c'est une industrie nouvelle qui va vite, et vu comment le Starship se développe par itération, avec crash successifs, et on trouve les problèmes, on les résout, on relance, on recrache et on résout comme ça, c'est une approche totalement différente, plutôt qu'une approche très conventionnelle du développement d'un système spatial que proposait l'équipe nationale ou l'atterrisseur Dynetics, qui était déjà plus petit, dans des processus de on sait déjà faire, c'était vraiment du type Apollo, quoi. Et pour être honnête, à aucun moment, quand ces trois ont candidaté, à aucun moment j'aurais mis une pièce sur Starship. J'étais en mode SpaceX, il candidate pour le fun, quoi. Mais ça faisait beaucoup plus de sens rationnellement de se dire ça va être un de ces deux-là qui va être sélectionné, parce que ça ressemble beaucoup plus au système qu'on a déjà vu voler dans les années 60 pour l'émission Apollo. Donc c'est pour ça aussi que c'est un choix qui dénote un changement de paradigme. La NASA a dit, bah écoutez, c'est moins cher, ça permet plus de choses, pourquoi est-ce qu'on refuserait ce système-là? Et bah ils ont dit go. Est-ce que SpaceX... C'est vrai que... Vas-y. En fait, c'est marrant parce qu'on a tendance à se dire que c'est un choix
plus risqué. Enfin, en tout cas, c'est clair que c'est vachement plus ambitieux et hors des clous de ce qu'on voit d'habitude. Mais du coup, j'en parlais avec un ami là avant-hier. En fait, faire un truc qui ressemble à Apollo, moi, je suis pas convaincu que c'est moins risqué parce que dans tous les cas, les gens qui ont construit Apollo, ils sont à la retraite maintenant. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de design sur lequel tu peux capitaliser. Ouais. C'est pas comme si tu disais, ah, il y a 10 ans, on a déjà fait un truc similaire, c'est bon, il y a moins de risques, on le refait une deuxième fois. Ouais. Dans tous les cas, les technos ont tellement changé maintenant en 50 ans que Mais tu peux considérer que tout repart de zéro, quoi. bien sûr, et c'est valable aussi pour les lanceurs, hein. C'est pour ça aussi qu'ils se relancent dans SLS. Mais tu vois, c'est même pas sur 50, 60, 70 ans. C'est même à plus court terme. Regarde les moteurs de la navette spatiale, les RS-25 qui ont volé pour la dernière fois en 2011, c'était il y a 10 ans. Eh ben, on les a attachés là à la nouvelle fusée de la NASA. Mais il faut retester tout depuis le début, ils apprennent encore beaucoup de choses, donc on perd énormément. Quand on n'est pas dans un processus de constamment développer des choses, et que ça s'arrête, les équipes partent, le savoir part très très vite en fait, hein. C'est très très difficile de reprendre quelque chose, un système qui marchait avant. Alors, Tro Alberto qui nous dit le Starship lunaire, c'est pas la même complexité que le Starship martien, c'est vrai. Décollage inhabité et pas de landing terrestre. Tout à fait, tout à fait. Alors, si on fait un point là-dessus, il y a cette histoire de réutilisabilité du système Starship dans l'espace, c'est-à-dire qu'il ne reviendra pas sur Terre, la version lunaire de Starship, je crois. Hein. Erwan ? Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pour faire ferry entre la gateway et la surface. Donc, ouais. Ouais. Ouais, donc il n'y aura pas de problème de rentrée atmosphérique avec ce Starship. Quoi. Non, mais sur les rendus 3D, tu vois, il n'y a pas de tuile thermique. C'est vrai. Il n'y a pas la moitié de la fusée qui est noire, quoi. Donc déjà, tu vois que c'est pas fait pour revenir sur Terre. Et là où je voulais en venir, c'est que, donc pour revenir sur la remarque de Papy Mollusque, c'est que donc ce choix d'aller vers du risque, d'aller vers un truc, en fait il est tout bénef pour la NASA. Il est tout bénef ce choix parce que c'est le projet le moins cher, donc eux ils sont clean. Ils ont dit bah nous on a sélectionné le truc le moins cher. Techniquement, ils étaient si je me trompe pas, au même niveau que les deux autres propositions, avec même Dynetics c'était encore un petit peu en dessous, avec une proposition technique un peu moins forte. Et derrière, en fait, ils s'offrent la possibilité de pouvoir envoyer jusqu'à je sais pas combien de tonnes sur la surface de la Lune et d'enclencher un nouveau paradigme, quoi. C'est un truc de malade. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça qui est... Enfin, ça transparaît aussi dans le document qui a été rédigé pour justifier le choix. C'est que le fait d'avoir choisi le Starship, ça montre vraiment que la NASA, il pense à l'après. Donc, du coup, quand il y avait encore Donald Trump, sur les discours, on sentait que c'était un peu... faut vite y retourner, on va retourner, on va envoyer des gens sur la Lune et tout, mais il n'y avait pas vraiment de plan pour derrière. Alors que là, ce qui a motivé le choix de l'atterrisseur, c'est en grande majorité ce qu'on pourra en faire pour la suite. C'est ça. Il y a vraiment cette vision. En fait, Artemis a été lancé sous le mandat de Trump, mais là, j'ai l'impression que Artemis, disons, prend une autre dimension, ou en tout cas le programme a été compris par l'administration Biden pour vraiment concevoir quelque chose qui serve et qui soit pérenne et qui soit valable sur le long terme dans le futur. Et SpaceX, non pas que les autres pouvaient pas permettre d'enclencher un retour vers la Lune, mais SpaceX c'est peut-être le choix qui va permettre de tout faire accélérer. C'est un accélérateur de malade. Artemis, c'est pas sous Obama. Bah déjà... Ah ouais, je sais pas. Bon. Vas-y, Erwan, excuse-moi, tu peux intervenir quand tu veux. Hein, bah déjà, il n'y a qu'à voir sur le Starship, c'est que
enfin, je parle beaucoup du document parce que c'est ce qui donne le plus d'éléments. On pourra peut-être le linker dans le chat. Mais dans le document, ils disent que le Starship, c'est chouette parce que déjà, on peut l'utiliser comme un habitat pour 4 une fois sur la Lune et rester pendant assez longtemps et faire beaucoup de sorties à la surface de la Lune, etc. Donc, voilà, déjà, les landers parmi les autres atterrisseurs, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui permettaient de passer à 4 personnes et encore moins de remplacer un habitat de surface. Parce que le but de la NASA aussi, c'était, ils ont commencé à en parler du fait d'avoir un rover, un habitat, etc. Là, c'est un peu l'offre tout en un, quoi. C'est que si tu arrives à poser le Starship sur la surface, ben, tu as déjà tout ça. C'est clair. Mais c'est un truc de fou. Et puis, et puis surtout, je pense que ça n'a pas été un critère de choix parce que ça faisait pas partie du cahier des charges. Mais le Starship, il part de la Léo et il va jusqu'à la Gateway. Ça offre aussi une redondance du coup avec Orion qui permet d'aller jusqu'à la Gateway. Si on imagine que le Starship il puisse par exemple s'accrocher avec une capsule Crew Dragon en orbite basse et ensuite aller sur la Gateway, peut-être que ça permettra de dire que la NASA ça permettrait de doubler les voyages vers la Gateway, quoi. Parce que là, je crois qu'actuellement, les plans pour la Gateway, c'est de la laisser vide. Alors, de Tro Alberto, justement, comme le disait Erwan, on est très loin de voir des humains décoller de la Terre sur Starship et revenir sur Starship. Ce sera bien après le Starship lunaire, probablement. Oui, tout à fait, de Tro Alberto. Mais nous, ce qu'on est en train d'essayer de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que le Starship lunaire est un changement de stratégie de la NASA pour l'exploration lunaire. On ne parle pas d'exploration habitée tout court, on parle d'exploration lunaire, habitée certes, et on en parlera un petit peu en seconde partie aussi, mais ça permet de décupler le nombre de matériel et de choses qu'on va pouvoir faire sur la surface de la Lune pour ensuite bénéficier à l'exploration spatiale de Mars ou du système solaire en général, mais à développer une économie en dehors de la Terre qui est déjà présente en orbite, évidemment, avec les satellites d'observation, les satellites de télécom et des choses comme ça, mais il y a une économie sur la Lune et d'exploitation des ressources du système solaire qui est colossale, qui est vraiment gigantesque. Et ça pose plein de questions. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la stratégie de l'utilisation de Starship, qui est encore un peu floue, et je pense qu'elle est encore un peu floue dans la tête de la NASA également, on rappelle que la NASA a financé plus de 20 milliards d'euros le Space Launch System, donc la nouvelle fusée, nouvelle génération, le SLS, qui est la plus grosse fusée jamais conçue, qui doit lancer le vaisseau habité de la NASA, qui lui aussi a coûté très cher à développer, qui doit lancer Orion, qui a la capacité de lancer 4 astronautes vers l'espace profond, que ce soit l'orbite lunaire ou Mars, ou encore plus loin peut-être. Maintenant, est-ce que le choix de Starship lunaire, s'il s'avère concluant, c'est-à-dire si Starship s'avère être un système qui fonctionne, mais en fait on a un système qui est tout en un, avec on peut lancer des humains depuis la Terre sur Starship, atterrir sur la Lune avec eux, ça fait office d'habitat, on peut transporter un cargo de malades, on n'a plus besoin d'Orion, on n'a plus besoin de SLS, et ça pose une vraie question pour les programmes de la NASA. Après, je pense qu'ils vont... Tu vois, même si en 2026, enfin, ou je sais pas quand ils prévoient de le lancer, tout se passe nickel et que le premier atterrissage fonctionne, etc., etc., je pense pas que la NASA changera ses plans drastiquement parce que en fait c'est la seule c'est le seul qui peut faire ça. Et en fait, ils vont forcément financer un deuxième atterrisseur. Et enfin, quand tu regardes les plans de vol là, pour l'atterrisseur de Dynetics ou de la National Team, ça requiert déjà plusieurs lancements, etc. Enfin, ils peuvent pas vraiment se passer de la Gateway. Je parlais pas de la Gateway, je parlais de la SLS. Oui, non, mais du coup, ni de la SLS, quoi. C'est que, en fait, ils peuvent se passer de la SLS parce qu'il n'y a rien qui lance sur une SLS.
mais ils ont besoin que l'équipage soit sur la gateway pour aller les chercher. Et aujourd'hui, il y a que SLS et Orion qui sont prévus pour faire ça, quoi. Et du coup, en théorie, Starship peut le faire aussi. Du coup, c'est chouette parce que ça offre une redondance. Mais du coup, enfin, je sais pas. Je pense pas que le problème sera annulé parce que ça serait se priver d'une redondance, quoi. Même si c'est Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, la redondance c'est très important, mais c'est vrai que quand tu réfléchis au système dans son ensemble, tu te dis quand même, c'est quand même bizarre de devoir lancer des astronautes avec SLS plus Orion, des lancements qui coûtent 1 milliard, voire plus, et derrière tu fais décoller Starship pour que les deux se rejoignent à la Gateway, alors que Starship a la capacité de lancer des astronautes depuis la Terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de truc un peu pas très logique dans la manière dont est abordé le système d'opération là. Ouais, mais du coup, c'est là où je dis qu'il y a des chances que ça double la fréquentation en phase de croisière là, pour les opérations sur la Lune. Parce que du coup, d'un côté, tu peux avoir la SLS Orion et le deuxième atterrisseur qui font tout comme ce qui est prévu avec la Gateway, etc. Et d'un autre côté, tu peux avoir un lancement Starship en Léo qui rencontre un Dragon. On peut mettre jusqu'à 7 personnes dessus. Donc, voilà, et c'est déjà certifié. Les astronautes de la NASA, ils volent dessus. Enfin, il n'y a vraiment pas de raison qu'on se prive de ça. On fait transférer les astronautes du Dragon jusqu'au Starship. Le Starship, il va direct sur la Lune. Et du coup, ça fait un deuxième chemin vers la Lune qui est totalement indépendant et qui peut... Enfin, voilà. Ah oui, ça oui, peut je se veux passer en même temps. Oui, donc le chemin vers la Lune, toi, tu verrais dans un premier temps donc SLS Orion vers la Gateway, et le deuxième, ce serait Dragon plus docking en orbite basse avec Starship, et on y va. Mais après, il peut y avoir aussi des lancements depuis la Terre avec Starship, mais ouais. Ça, c'est à plus long terme. C'est à plus long terme. Tu vois, par exemple, le vol Dear Moon qui est prévu là, avec Yusaku Maezawa. Je sais pas s'ils vont directement dans le Starship ou s'ils vont passer par un Dragon. Oui, c'est vrai que c'est pas demain que Starship enverra des gens depuis la Terre, ça va être... Oui, le vol de Thomas Pesquet est reporté à demain midi, mesdames et messieurs. Ce midi, on discute de Starship et de la Lune. Alors, De3 Alberto qui nous dit « Le concept Starship fait très peur à la NASA car il n'y a pas de backup type évasion au lancement et parachute au retour. » Je me demande s'il n'y a pas... Au contraire, je pense que tout Starship est en fait ta capsule de sauvetage, quoi. Parce que il faut imaginer, Starship, en fait, normalement, tu as une Super Heavy, un espèce d'énorme booster. Et s'il y a un problème... Déjà en vol, seul Super Heavy est allumé, et ensuite Starship prend le relais. Mais s'il y a un problème au décollage, c'est très certainement un problème Super Heavy, et du coup Starship pourrait se décoller et ratterrir tranquillement. Mais bon. En fait, c'est juste une façon différente d'approcher la sûreté de fonctionnement. Quand tu prends l'avion, il n'y a pas de siège éjectable et de parachute pour tout le monde non plus. En fait, ce qui fait que l'avion il est fiable, c'est que si tu perds un moteur, bah, c'est pas grave. Je crois que tu peux perdre jusqu'à 3 moteurs, je crois. C'est assez dingue ce que tu fais avec les avions. Après, parce qu'en plus, après, ils planent. Enfin bref, l'idée, c'est que le système en entier soit résilient à plusieurs pannes. C'est ça. Alors que, voilà, c'est vrai que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le spatial, c'était plutôt les éjections d'urgence, etc. Mais il n'y a pas de raison que ce soit les seules façons de rendre un système fiable. Si le booster pète, tout y passe. Bah, on n'en sait rien. Pour le moment, y a les gens qui conçoivent le truc. Comme dit Erwan, on peut aussi trouver des systèmes qui soient un peu plus fiables. Mais comme le dit très justement Capfly, la légitimité de SLS est de donner du boulot aux anciens sous-traitants du système navette. Ça fait partie des arguments pour lesquels la NASA continue de financer aussi abondamment SLS, et notamment le Congrès américain. Puisqu'en fait, les gens qui sont les élus du Congrès ont été élus dans les États américains qui ont les emplois de Boeing, notamment pour construire la SLS. Et donc, forcément, il y a une espèce d'incitation à financer des projets qui font travailler Boeing, et donc en l'occurrence SLS, pour pouvoir financer des emplois et se faire réélire, etc. Et c'est pour ça, encore plus pour ça, que
le choix de SpaceX par la NASA aujourd'hui, c'est un choix extrêmement ambitieux et qui change totalement par rapport à tout ce qu'on a vu dans le passé, de soutenir l'industrie historique américaine. Il va y avoir un changement de paradigme. Si SpaceX continue de développer des systèmes de façon aussi peu chère et qui soient tout aussi efficaces que des systèmes de lancement traditionnels, clairement, il y a un risque juste de pas avoir de compétition sur cet aspect-là. Maintenant, je pense que c'est toujours dans l'intérêt de la NASA, comme tu le disais, d'avoir toujours des systèmes en backup et donc de garder plusieurs systèmes, donc pas que des systèmes SpaceX, et de garder justement des redondances. Mais ouais. Après, clairement, ça va. Enfin, si ça marche et que c'est fiable, etc., bah, ça va poser des questions à toute l'industrie, quoi. Pourquoi il y a un sous-traitant qui est capable de faire ça pour 3 fois moins cher? Enfin, du coup, c'est pas que chouette pour cette mission-là, c'est chouette pour toute l'industrie parce que du coup, ça va inviter tout le monde à se questionner sur les méthodes de travail, sur enfin, voilà, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ou qu'est-ce qu'on fait par habitude, etc. Mais en fait, c'est ça, c'est que si il s'avère que SpaceX arrive à faire fonctionner Starship, enfin, vraiment, je pense que tous les Boeing, les Lockheed, mais même plus loin, en fait, même l'industrie spatiale européenne et toute l'industrie spatiale en général va être impactée par ce choix parce que le fonctionnement du spatial va changer, en fait, avec Starship. Déjà, SpaceX a révolutionné la façon de développer des systèmes spatiaux. Si ça fonctionne, si on se met dans un scénario où Starship fonctionne, SpaceX a développé des nouveaux procédés pour développer des systèmes spatiaux, et ensuite ça révolutionne aussi la capacité d'emport dans l'espace, à la fois en orbite basse et sur la Lune. Et donc l'industrie spatiale, elle qui est habituée à avoir des satellites qui rentrent pile poil dans la coiffe, qui soient mesurés au microgramme près et tout ça, quand on décuple les capacités d'emport, comment est-ce que cette industrie va s'adapter ? Et ça, c'est une question à laquelle personne ne peut répondre encore aujourd'hui. Est-ce que du jour au lendemain, si on arrive à avoir 100 tonnes de cargo sur la surface de la Lune, est-ce qu'on peut les remplir ? Est-ce qu'une industrie spatiale est capable de tester des systèmes aussi massifs, aussi gros ? Est-ce que capable de gérer toute une logistique aussi importante ? Enfin bref, toute une révolution pour l'industrie, quoi. Ouais, pour moi, ça annonce quelque chose de... Enfin, ça annonce une grande révolution dans le spatial parce que de ce que je vois sur MMX, par exemple, on passe énormément de temps à optimiser le moindre gramme. Et en fait, derrière, ça a tellement d'implications parce que tu dis, si jamais j'utilise ce matériau-là plutôt que celui-là, je peux gagner 3 grammes. Ah ok, du coup, on passe par ce prestataire-là parce que lui, il est super spécialisé, il va savoir nous faire une pièce qui est plus légère. Ou alors, on dit, on n'a pas assez de budget de masse, cet équipement-là, on va retirer, on va remplacer par du logiciel. Et du coup, tu passes plus de temps à développer du logiciel, etc. Donc en fait, là, on est dans une dynamique où on optimise vachement la masse, mais du coup, ça augmente beaucoup les coûts de ce qu'on envoie dans l'espace. Déjà parce qu'on vérifie tout 10 fois parce que ça coûte tellement cher que du coup, on veut absolument que ça marche. Et deuxièmement, parce que comme on optimise la masse, des fois, il y a des trucs qui demandent plus de boulot pour faire la même chose. Et s'il y a un système comme Starship qui arrive sur le marché et que la masse, c'est plus une question, on va complètement changer notre façon de réfléchir. On va plus optimiser les grammes, on va optimiser les jours hommes, entre guillemets, d'ingénieurs pour faire en sorte que les systèmes qu'on met dans l'espace coûtent moins cher. Ouais, tout à fait. Et tu peux même commencer à réfléchir à des systèmes qui ne soient... Tu sais, aujourd'hui, tous les satellites qu'on envoie, on les envoie parce qu'ils doivent fonctionner par eux-mêmes. Il n'y a aucune maintenance possible
Mais là, avec Starship et encore plus sur la Lune, si tu as une capacité... En fait, ce que permet Starship sur la Lune en ayant une énorme capacité volumique et massique d'emport, c'est une grande accessibilité à la surface lunaire. Et plus, plus un lieu est accessible, et plus tu peux te permettre d'envoyer des systèmes qui soient réparables, qui ont des durées de vie moins grandes et donc qui sont plus simples à concevoir, mais que tu sais que tu vas avoir des lancements futurs pour pouvoir, je sais pas, remplir des réservoirs ou changer des pièces qui s'usent ou j'en sais rien. Et en fait, tu gagnes en temps de développement, tout est moins cher. Tout est moins cher et en plus, ça t'assure le besoin de transporter des choses vers la Lune tout au cours du temps. Donc, ça t'assure un espèce de, pas un monopole, mais en tout cas un marché pour des lancements vers cette destination-là. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, tu vois, déjà rien que très concrètement, pour ce qu'a commandé la NASA avec le contrat de 3 milliards là, pour le HLS, Ouais. il y a deux choses. Bon, il y a le premier atterrissage sur la Lune, mais avant, il y a un vol à vide, Ouais. où du coup, l'idée, c'est d'aller emmener un HLS sur la Lune et de prouver que, voilà, que tu es capable de faire l'aller-retour. Et bah, déjà, tu dis, le Starship, il va faire son vol de démonstration. Bah, ce serait dommage qu'il le fasse à vide ou avec des blocs de béton. Il va bien amener des choses. Et du coup, même si c'est des trucs qui coûtent pas cher parce que c'est risqué, etc., déjà, tu prends des panneaux solaires, de la glace d'eau, même des trucs, voilà, même des bouteilles d'eau, ça paraît bête, mais bon, ce serait déjà génial d'avoir 30 tonnes d'eau sur la Lune en guise de sécurité, quoi. Ouais, complètement. Hein. Non, complètement, c'est clair. Mais tu vois, le fait d'avoir autant de masse, ça change tout, quoi. La question se pose quand même de qui va concevoir ces systèmes-là de façon aussi... c'est une échelle différente, tu vois. Je sais pas comment l'industrie peut s'adapter à ça. Aujourd'hui, elles savent pas... l'industrie spatiale ne sait pas faire ce genre de truc. Ouais, moi, c'est un sujet qui m'inquiète un peu là pour l'avenir. C'est que on passe notre vie à optimiser la masse, mais je suis pas sûr qu'on sache optimiser le coût, en fait. Mmh. Ouais, complètement. En fait, on n'est pas une industrie logistique, tu sais. On est une industrie de... on construit des trucs sur mesure, et on se soucie pas trop de la logistique derrière, mais tu sais, des économies d'échelle, des choses comme ça, on n'a pas idée, tu vois, on sait pas faire. Mais du coup, c'est aussi ce changement d'échelle, je pense, qui fera que tu as des industriels qui pourront rejoindre l'exploration spatiale, quoi. C'est que si demain tu dis il faut 3 mégawatts d'électrolyseurs pour aller mettre sur la Lune, je suis pas sûr que les agences spatiales ce soient les plus qualifiées pour le faire. Bah ouais. Si t'as pas de grosses contraintes sur la masse, tu vas avoir un industriel directement qui fait ça, qui fait ça à une grande échelle déjà sur Terre, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a un gros volume utile dans le Starship, mais la masse du matos transportable est bien limitée, non ? Oui, elle est limitée. On a une idée de la masse maximale. Est-ce que c'est pas 100 tonnes sur surface de la Lune ? Ou c'est quoi ? C'est 100 tonnes dans les hauts ? Je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est ça qui est fou avec le Starship, c'est que la masse en Léo, c'est la masse que tu peux prendre n'importe où si jamais tu fais assez de vols pour remplir le carburant. Et cherche, si tu peux, je vois que tu es sur Google, là, tu peux chercher Starship is a big deal. C'est un article sur le blog de Casey Handmer et il y a un graphique avec la masse que peut emporter le Starship en fonction de sa masse sèche. Mais ouais, l'idée c'est que 100 tonnes sur la Lune, c'est possible. Par contre, ça veut dire qu'il faut intégralement remplir les réservoirs du Starship. Et ouais, vas-y, descends, et en bas, il y a un graphique avec des traits de couleur que tu le reconnaîtras. Celui-là ? Voilà, c'est celui-là. Du coup, peut-être que je commente en retard, parce que je vois les images sur le stream. Mais si tu veux, je te partage dans le Discord, si tu préfères.
Non, mais go, là, tu l'as à l'écran, c'est très bien. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de se dire, de toute façon, le Starship, on ne sait pas exactement quelle masse sèche il va avoir, parce que c'est un truc qui est encore en cours de développement. Ça se trouve, il va être très lourd, et puis ça se trouve, au fil du temps, il va devenir plus léger. Et évidemment, plus il est léger, plus il peut prendre de charge utile. Ouais. Donc là, moi, je pense qu'il faut regarder que les courbes Starship remplissage en Léo, parce que remplissage en GTO, enfin, c'est un peu bizarre. On a l'impression que c'est vachement mieux, mais en fait, pour aller pousser du carburant en GTO, ça demande soi-même d'avoir fait le plein en Léo. Donc, enfin bref, c'est un coup à Ouais. devoir faire 30 vols pour faire un seul voyage vers la Lune, quoi. Mais bon, déjà, on voit que si le Starship il arrive à avoir une masse sèche de 100 tonnes, ben, c'est déjà 100 tonnes qu'on peut envoyer sur la Lune, quoi. C'est ça, sur la courbe jaune, là. Hmm. Mais... 120 tonnes, par exemple, voilà, ça fait 80 tonnes Et sur la Lune. ramener 50 tonnes depuis la Lune, c'est un truc de fou. Hein. Un truc de malade. Hein. Rien que Je ça, voyais rien que des cette gens là, courbe-là. sur Twitter qui commençaient à dire que on allait ramener des tonnes et des tonnes de nourriture, de régolithes Ouais. de la Lune. Et comme ça, on pourrait avoir une petite pierre de la Lune devant toutes les écoles d'Amérique. Ça, on Ouais. sait jamais. Bah, ouais, non, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, quand la Lune sera plus accessible, en fait, je vois pas pourquoi ce serait pas possible, ouais. Mais bien sûr. Alors Danro qui nous dit une petite explication Léo GTO. N'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez des trucs que vous comprenez pas. On est là pour ça, pour répondre aux questions. Donc Léo c'est Low Earth Orbit, donc orbite basse. Et GTO c'est Geostationary Transfer Orbit. Donc c'est une orbite qui n'est pas circulaire, qui est une orbite de transfert vers l'orbite géostationnaire. Une question que je me posais, à quel point on peut se fier aux vues d'artistes attachées aux différents projets? Le design présenté est arrêté et ne doit plus changer. Ah non, 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 GetBenzen, le design change, c'est sûr et certain. On l'a vu déjà entre déjà le design de là qui est sur le site de SpaceX. Ce design de Starship là, je crois qu'il n'est pas à jour. Le design du Starship lunaire, on a eu une version à jour. Enfin, c'est pas celle-ci, tu vois. Celle que je te montre ici, c'est pas la nouvelle version. La nouvelle version, les panneaux solaires sont plus au niveau du milieu. Donc non, le design change évidemment. Voilà. Je pense qu'il changera. Il va encore changer pendant des années, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Mais même une fois qu'il vole, ensuite, je pense que c'est un système qui va toujours se mettre à jour, quoi. Ah bah voilà, j'ai le rapport de la NASA là, sous les yeux. Bah tu vois, on en parlait tout à l'heure là. Ils sont au max, ils sont acceptables comme note sur la faisabilité technique. Donc c'est bien que tout est risqué en fait. Exactement. Mais en fait, tout est risqué parce que on parle d'un système qui, pour fonctionner, il doit faire du transfert de carburant en orbite basse. Mais tu vois, rien que ça, c'est tu changes de paradigme. Enfin, à partir du moment où tu maîtrises cette technologie, les satellites peuvent de façon générale, tous les satellites pourraient se réfléchir en disant ben voilà, moi je veux que mon réservoir soit re-remplissable. Donc tu peux envoyer moins de satellites mais les garder plus longtemps en orbite. Ça aussi c'est un changement de paradigme énorme. Ça commence déjà à se faire pour les satellites de télécom avec non pas un remplissage des réservoirs mais un module qui vient s'attacher derrière le satellite pour continuer la durée de vie et étendre la durée de vie du satellite. Mais le fait de transférer du carburant en orbite, c'est une technologie majeure dont on va avoir besoin et c'est la pierre élémentaire de l'économie spatiale du futur. Parce que, en fait, si on prend une analogie toute bête, c'est que si vous prenez une route avec une station essence au point de départ, mais que vous avez rien qui vous attend à la fin de la route, que c'est un désert total, qu'il n'y a pas de station essence, qu'il n'y a rien du tout, eh ben, ça sert à... Enfin, vous avez juste besoin de prendre une énorme caravane de carburant avec vous pour pouvoir aller très loin et explorer. Tandis que là, ce que Starship est en train d'offrir, c'est de placer une station essence en orbite. Donc, après
après à la moitié du périple, hein, concrètement. Donc c'est pas la moitié en termes de distance, mais en termes d'énergie qu'il faut déployer pour atteindre la Lune. S'échapper de la gravité terrestre et de l'atmosphère, ça demande énormément d'énergie. Donc placer une station essence une fois qu'on a passé cette grosse difficulté, ça ouvre les portes du système solaire, mais de façon colossale. Les missions vers Mars pourraient être avec des dizaines et des dizaines de tonnes grâce à cette technique-là. Donc c'est énorme. Il y a un calcul que j'avais fait, que je trouve pas mal chouette, c'est que sur Ariane 6, le deuxième étage, il est assez gros, et proportionnellement par rapport à Ariane 5. Et du coup, ce deuxième étage, si on était capable de le re-remplir, comme fait le Starship en orbite basse terrestre, là, bah, ça veut dire que dans l'espace profond, vers la Lune, Jupiter, etc., avec notre Ariane 6, on aurait presque autant de capacité que la méga fusée SLS sur laquelle les Américains travaillent depuis 30 ans, quoi. C'est puissant comme ça, quoi. Le fait de pouvoir remplir les réservoirs, c'est vraiment... ça permet de remettre à zéro l'équation des fusées et du coup d'envoyer vraiment beaucoup de masse très très loin, quoi. Mais ça change tout. Et le fait que la NASA ait choisi de financer Starship, ça veut dire aussi qu'ils vont financer cette technologie. Et enfin, rien que maîtriser cette technologie, ça change tout. Mais ensuite, je pense qu'on mesure pas vraiment l'impact que ça va avoir, ce choix-là. C'est vraiment un truc de fou. Si le virage, si ça vraiment ça marche, le spatial peut se transformer en fait, on peut totalement briser la frontière de l'accès à l'espace. Tout simplement. Tout simplement. Parce que jusqu'ici, la frontière, il y avait un plafond de verre, parce qu'on doit tout le temps emmener avec nous le carburant dont on a besoin pour toute la mission depuis la Terre. Mais si on a une station en orbite basse, ou si ensuite, plus tard, on a une station sur la Lune, vous pouvez tout faire. Vous avez de l'énergie disponible pour vous déplacer d'un point A à un point B à moindre coût, et c'est colossal. Colossal. En fait, le Starship, on peut le casser en deux, entre guillemets, dans les innovations qui sont extraordinaires pour l'industrie du spatial. Il y a d'un côté de pouvoir recharger du carburant, et deuxièmement que le deuxième étage de la fusée soit aussi un atterrisseur. Donc déjà, ça réduit énormément les coûts quand tu as besoin d'aller sur une planète, la Lune ou Mars. Mais voilà, quoi. En fait, on peut imaginer des solutions qui font que du refueling, et déjà ça nous permet d'avoir beaucoup plus de masse et d'avoir des systèmes qui sont vachement moins chers à développer, etc. Mais en plus, le fait que le deuxième étage, ça soit aussi un atterrisseur, bah, ça veut dire que tout ça, on peut aussi l'emmener sur la Lune, sur Mars, etc. Exactement. C'est un système... Sur Mars, c'est compliqué. Mais... mais bon, ça veut dire que déjà, on peut aller jusqu'à là-bas, et que si on sait le faire, ben, c'est possible. En vrai, ce qui me plaît dans tout ça, c'est toutes les portes que ça ouvre. Comme tu disais, un plan de maintenance de satellite, ça n'existe pas ou très peu. Et du coup, si c'est démocratisé, ça laisse une place à plein de petites entreprises et c'est top. Ouais, c'est ça va ouvrir des marchés. Et il est très fort probable, et moi je pense, que les industries historiques n'arriveront pas à prendre le pas. N'arriveront pas à prendre le tournant. C'est très très fort probable, selon moi, que ce soit des industries jeunes et naissantes, des startups ou des petites industries dynamiques qui arrivent à enclencher le tournant sur ces aspects-là, sur les aspects de refueling en orbite, de servicing, de tout ce qui est lié à la réutilisation. Demander à un Airbus ou à un Boeing de changer tout leur processus pour s'adapter à ça, c'est compliqué. C'est des industries qui sont habituées à faire des satellites de télécom de base avec tel lanceur depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pour eux, c'est un changement énorme. Et puis, faire virer des entreprises à 10 000, 20 000, 30 000, 200 000 personnes, alors que dans une startup, tu peux initier ta stratégie avec une petite centaine de personnes, c'est beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique, quoi. La réactivité n'est pas la même, exactement, Papy Bollusque. Ouais. Après, il y a Northrop Grumman qui a fait le Mission Extension Vehicle, là, qui permet déjà, je
crois qu'ils ont réussi à remplir un satellite en Ouais. géo, là, il n'y a pas longtemps. Alors en fait, c'est ce que je disais, ouais. En fait, ils remplissent pas, ils viennent se docker derrière, et en gros, c'est ce Mission Extension Vehicle, c'est en gros un satellite en lui-même qui vient se docker sur un satellite et qui vient augmenter Ah, sa et du durée de coup, vie. il- il attrape un satellite et c'est lui qui gère l'attitude à partir de maintenant, quoi. Exactement. Et c'est lui qui gère Ah oui. l'altitude. Mm. MEV de Northrop. Bon, en tout cas, ça montre que même dans les gros équipementiers traditionnels, il y a, enfin, voilà, c'est quand même des sujets qui ne laissent pas à l'abandon, quoi. Ouais, non, Mais certes, bon, mais on parle le faire à de. une nouvelle échelle comme ça, c'est clair que je sais pas si. Comme toi, quoi, je doute, je sais pas si on arrivera à prendre le virage, quoi. Bah, en fait, déjà si on parle. Si tu vois l'exemple de la réutilisabilité des lanceurs, des premiers étages de lanceurs, qui est déjà en soi une révolution des 20 dernières années faite par SpaceX, ça n'a pas été initié par Boeing, par Lockheed ou par Northrop ou par les United Launch Alliance ou tous les grands lanceurs, tous les industriels de l'époque. Parce que je pense qu'il y a ce truc-là, une fois que tu es assis sur ton marché, bah t'as la position qui va bien de business as usual, quoi. Tu continues, ça fonctionne, il y a des clients, tu continues. Alors que quand tu es un nouvel acteur, tu vas essayer de te positionner dans le marché en apportant quelque chose de nouveau, voire même de créer ton propre marché. C'est ce qu'a fait SpaceX. Ils ont remis les cartes sur table. Ils ont dit bon, bah, nous, on va réutiliser les lanceurs. Et en faisant ça, ils ont fait un changement de paradigme. Tout le monde veut s'y mettre maintenant parce qu'ils arrivent à descendre les coûts de manière drastique. Mais honnêtement, en fait, ça marque une aversion pour le risque dans ces grandes entreprises historiques, que ce soit Ariane Group, ULA ou Boeing. Moi, je pense. Mm. Ouais, ouais. Du J'espère coup, que ça cette va poser discussion la sera question, dispo sur voilà, YouTube. Oui, ce sera quelle dispo, main on peut Figaro. rogner. Je pense que personne ne sait, quoi. Non, c'est clair. Mais du coup, enfin, au vu de ce qui se passe et de comment la communauté des industriels historiques a réagi face à la réutilisabilité de SpaceX, je pense qu'on sera plutôt dans de la réaction que dans de l'anticipation, et donc qu'on sera de toute façon en retard, quoi qu'il arrive. Mais je dis on parce que ça peut être les industriels européens comme les industriels américains historiques, quoi. Ce que vous dites là, c'est que Musk va devenir le milliardaire le plus riche et de très loin tant qu'il garde le leadership sur le spatial privé. Ce qu'on dit là, c'est que c'est pas donné, mais qu'il y a un vrai risque, oui, et que, en fait, s'il gardait cette domination-là sur le segment de lanceurs qu'il a aujourd'hui, ce serait l'économie actuelle, mais s'il arrive à être le premier à pouvoir permettre l'exploitation des ressources minières d'astéroïdes ou de la Lune, là on parle d'une économie qui dépasse l'entendement. On parle d'une économie de plusieurs trillions de dollars. Et c'est déjà prouvé que les premiers qui arriveront à toucher du doigt cette économie-là auront un poids énorme, colossal, vraiment colossal. Donc oui, c'est un risque et il faut le prendre en compte. Est-ce qu'on s'est pas endormi sur nos acquis, nous, vilain Fall? Ouais, je pense. Je vois dans le chat, les Européens ont du souci à se faire. C'est vrai que... Enfin, c'est vrai que si ça marche, il n'y a pas de plan pour un Starship européen pour le moment, quoi. Non, on sait que Ariane Et Group s'est penché le sur la temps qu'ils se réutilisabilité, mettent, mais... Après, je pense que bon, déjà, SpaceX, ils n'auront pas intérêt à nous vendre des vols pas chers parce que disons que si tu arrives à faire 90% moins cher que tout le monde, tu ne vends pas à 10% du prix, tu te fais une belle marge, tu coupes le prix en deux, on va dire, c'est déjà énorme pour toi. Donc je pense que le Starship, on va quand même payer cher les lancements dessus. Mais, Ouais, mais... je pense pas qu'ils peuvent vendre. En fait,
SpaceX, maintenant, ils vont vouloir faire du volume. C'est que si tu as plein de monde qui commence à construire des trucs à mettre dans l'espace, eux, derrière, ils peuvent suivre. Mais du coup, ils ont aussi intérêt à garder des prix bas parce que, en gros, toutes les tonnes qu'ils mettent en orbite, bah, c'est du bénéf pour eux, quoi. Je te rejoins tout à fait sur cet argument sur quand tu exploites ton marché, quand tu es en phase d'exploitation, de production, ils ont tout intérêt à faire de la marge, je suis d'accord. Par contre, avec un système pareil qui a des grosses marges, il n'y a pas de concurrence au moment des appels d'offres en fait. Parce qu'ils peuvent totalement choisir de faire zéro marge sur un appel d'offres colossal et rafler toute la mise. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, enfin c'est ce qu'ils viennent de faire avec HLS en fait. Oui, avec le HLS, ouais, carrément. Donc, Bah, de toute façon, je pense que Musk, il était parti dans la dynamique de développer le Starship un peu sur fonds propres, quoi, on va dire. Enfin, que soit avec l'argent de SpaceX, soit avec son argent à lui. Mais du coup, là, il a pu faire l'offre la plus basse aussi pour avoir de l'argent de la NASA. S'il fallait aller plus bas, il aurait sûrement été encore plus bas, quoi. Genre, quitte à financer 50% du projet, il finance 70%, si ça oui, permet quand même d'avoir ça qui rentre. Oui, on parle pas, enfin, on dit pas que c'est gratuit, évidemment. Il y a toujours des coûts très énormes, hein. Mais ouais. Alors, il y a des questions très intéressantes. On va en parler là. Figarella. Je reviendrai sur la question de Zébulon juste après sur à quoi ça sert les ressources lunaires au juste. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire avec ça, avec Erwan. Figarella qui demande Rocket Lab, le New Space chinois, même si je suis sûr que certains acteurs classiques, qui sait pourquoi pas le Japon, arriveront à transitionner vers ce genre de dispositif, je pense que si Starship marche aussi bien que prévu, il sera copié en un rien de temps. Peut-être, mais tu vois, Rocket Lab, c'est quand même pas la même qu'une Falcon 9, hein. Pas la même chose. Bah, en fait, à mon avis, c'est l'architecture, 2 étages réutilisables, remplissage des réservoirs en orbite basse terrestre, qui sera copié. Après, le design en tant que tel, je sais pas. Mais... Non, mais si on prend l'exemple de la réutilisation des premiers étages, bah, Rocket Lab, ils le font, mais c'est pas... Enfin, on parle pas d'un lanceur qui est à la même échelle. Et surtout, en fait, SpaceX va asseoir sa domination parce qu'ils font du profit avec Starlink, ils font du profit avec Falcon 9, et donc ils peuvent se permettre des investissements de plus en plus chers. Et derrière, ils ont surtout l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, qui a un portefeuille très très garni, là où Rocket Lab, bah forcément, ne peut pas avoir les mêmes ambitions d'innovation. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, de faire de l'innovation aussi chère que ce que Starship, ce que SpaceX a mis en place. Mais ouais. Après, bon, enfin, faut pas dénoter aussi, je pense que ça leur a pas coûté si cher que ça à SpaceX, mais c'est aussi le fait que, bah, juste, ils sont bons, ils travaillent de manière très intense, ils optimisent beaucoup de choses, donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre des manières. À Boca Chica, ils sont plus de 1000 employés quand même, c'est énorme. Enfin, c'est presque la taille du Knesset. C'est quand même déjà très très gros comme installation pour un truc spéculatif. Totalement. Mais je pense qu'ils ont clairement compris ce que ça voulait dire Starship en fait. Mais en fait, c'est bizarre parce que moi, enfin, ça fait longtemps qu'on parle de Starship, mais jusqu'à la sélection de Starship par la NASA, j'ai pas été convaincu par le projet. Enfin, je sais pas comment dire, c'est genre cette sélection-là m'a fait rendre compte que, ah ouais, si la NASA choisit ce vaisseau et que ça vole, ça change tout, tu vois. Mais avant ça, quand SpaceX le faisait exploser à Boca Chica, j'étais en mode, bon, ils font voler un cylindre, quoi. Et... Ouais. Bah, en fait, c'était tu vois, si tu es un petit peu optimiste sur les technologies, tu as vite fait de dire ah, ça va changer le monde, ça c'est trop bien, etc. Et là, par contre, donc pour le Starship, il y avait déjà pas mal de gens qui étaient dans cette dynamique, moi aussi. Mais du coup, le fait d'avoir eu une confirmation par la NASA, de dire bah ça, on va vraiment mettre de l'argent pour que ça vole parce qu'on pense que ça peut marcher, bah on sort du domaine du rêve entre guillemets et on dit bah ça va arriver quoi. Et du coup, maintenant, comment est-ce qu'on se prépare? Parce que c'est plus un truc hypothétique quoi.
Enfin, évidemment, ça peut toujours ne pas marcher, mais disons que ça commence à faire pas mal de monde qui est convaincu et pas que les rêveurs, quoi. Exactement. Alors, je pense qu'il y a de puissants investisseurs qui regardent d'un œil attentif tout ceci. Le moment où ça sera plus simple de sortir de la rentabilité, je pense que l'on verra beaucoup de grandes entreprises se monter. Mais ils seront déjà en retard en fait. Comment tu veux concurrencer une entreprise qui est déjà en place? Tout le monde va se tourner vers SpaceX parce qu'ils vont faire baisser les coûts. Salut le geek. SpaceX est plus médiatisé aussi. Et, Eh oui, mais... en plus, c'est un cercle vertueux parce que plus tu voles, plus t'es sûr, plus t'as d'historique pour montrer que ça va marcher. Eh oui. Et c'est c'est sûr qu'être le premier, c'est un énorme avantage, hein. T'es le premier, donc tu dis voilà, nous on est capable de transporter tant. Donc les autres se disent bah ok, il y a un marché pour ça, donc je vais construire de cette façon pour être adapté sur Starship. Starship vole, emmène ton truc. Bon bah voilà. Enfin, je veux dire, comment tu vas pas attendre de développer un nouveau Starship pour pouvoir envoyer ton truc quoi. Et pour faire je sais pas une économie de 5% parce que la concurrence propose 5% moins cher. Non, tu vas voler avec Starship parce que c'est prêt et disponible maintenant quoi. Alors, la poussière lunaire, c'est des très très bonnes questions tout ça. On va parler de la Lune. Je pense que maintenant, on a parlé de Starship en général. On a vu qu'en en orbite basse, déjà, le fait que ça allait se re-remplir les réservoirs, c'est déjà un changement de paradigme fou. On a parlé de la NASA et du choix de la NASA. Et maintenant, on va parler de la Lune parce que le Starship qui a été sélectionné va vers la Lune et notamment la surface lunaire. Mais Erwan, est-ce que tu pourrais nous dire, et ça répond à la question de Zébulon qui a été posée un petit peu avant, qu'est-ce qu'on va y faire sur la Lune, pourquoi on y retourne et qu'est-ce qu'on y cherche en fait? Je pense qu'il y a à peu près autant de réponses à cette question que de gens qui veulent retourner sur la Lune. C'est- Pas faux. ouais. En fait, enfin, en tout cas, ouais. Moi, j'ai une vision vraiment très très long terme. C'est de se dire, pas, tu vois, même d'un point de vue environnemental et tout. Enfin, en gros, tout ce que tu fais qui est pas dans la biosphère, bah, c'est de la pollution que tu feras pas que tu feras pas dans la planète. Après, de manière, enfin, à très long terme, imagine, il y a 2 millions de personnes qui vivent sur la Lune. Bah, c'est 2 millions de personnes qui vont inventer des choses, tu vois, qui vont créer du contenu sur les médias sociaux que tu vas pouvoir suivre, etc. Enfin, c'est 2 millions de personnes qui vont écrire des livres que tu achèteras. Enfin, je veux dire, on bénéficie tous d'avoir plus de personnes et avoir plein de gens qui vivent sur la Lune, bah, c'est plein de personnes en plus de qui on peut profiter, entre guillemets. Mais bon, ça, c'est très long terme. Après, à très court terme, je pense que c'est un peu du. Malheureusement, je pense que c'est un peu militaire. C'est qu'en gros, on se dit, l'humanité, elle va s'installer là-bas. Du coup, il faut être capable d'y aller et du coup, de faire respecter les lois là-bas, etc. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut y avoir une présence. Je pense que c'est ça qui motive les Américains et les Chinois. Et puis, bon, évidemment, c'est peint d'objectifs scientifiques parce que malgré tout, on ne connaît pas grand-chose de la Lune. On y a été, on a pris quelques échantillons à droite à gauche, mais bon, tu vois, par exemple, tout ce qui concerne les pôles, enfin voilà, on a plein de questions. Avec Corentin, on a étudié comment produire du carburant sur la Lune à partir des glaces d'eau qui sont dans les cratères des pôles, mais on ne sait même pas la tête qu'a le régolithe. On ne sait même pas la tête qu'a la poussière lunaire dans ces cratères-là. Est-ce que c'est des blocs de glace? Est-ce que c'est de la poussière avec des morceaux de grêle dedans? Enfin voilà, en fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Et enfin, voilà quoi. Disons que quitte à y aller pour des raisons un peu entre guillemets mauvaises, selon mon point de vue pour le militaire, etc. En fait, il y a énormément de trucs super cool qu'on peut faire pour la science et pour l'industrie. Et enfin voilà, du coup, moi, je suis vachement à fond là-dedans pour ces aspects-là. Je voulais réagir à ce que tu disais sur les aspects de défense. Je pense que tu as raison, mais je dirais pas que c'est des aspects militaires à proprement parler. Je dirais que c'est plus pour de l'influence. C'est genre de l'influence économique. Mais c'est un peu lié à la défense aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait,
la, la puissance militaire se joue aussi via la puissance économique, c'est des puissances diplomatiques en général. Et au-delà de la conquête, Trump voyait le retour sur la Lune très bêtement en étant un deuxième Apollo avec on va mettre des humains sur la Lune et les gens vont nous apprécier pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris, tout le monde a compris, que retourner sur la Lune, c'est s'assurer un avenir économique extrêmement fort dans l'espace et donc être le premier à exploiter des ressources lunaires ou des ressources sur Mars ou sur les astéroïdes. C'est des marchés économiques qui sont colossaux et ça ouvre une nouvelle dimension sans aucune limite du développement de l'humanité. Que ce soit... On pourrait critiquer cette approche, hein, évidemment, mais comme tu l'as très justement dit, ça permet de délocaliser des industries qui sont très polluantes pour nous, notre système Terre, qui est un joyau de la vie, et que nous, on pollue, de pouvoir délocaliser ces polluants ailleurs dans des systèmes qui ne comportent pas la vie, et qui n'ont pas de risque d'être altérés par de la pollution, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais à court terme, je te rejoins, genre, la glace d'eau, c'est central, et c'est pour ça que Artemis va vers les pôles, notamment le pôle sud, et le Starship aussi ira vers le pôle sud. La glace d'eau, c'est le réservoir des fusées qui vont faire des allers-retours dans l'espace. En gros, c'est votre essence, en gros. C'est ça. Avoir une station essence sur la Lune, être capable de produire son carburant à partir de la glace d'eau lunaire et ensuite redécoller, ça permet de ne pas avoir à emmener tout le carburant pour faire l'aller-retour, mais d'emmener que la moitié, entre guillemets, et ensuite de décupler la nombre de masses que vous pouvez envoyer dans un sens et dans l'autre. Donc voilà la clé de la Lune, voilà la ressource clé. Et puis après, je dirais que dans un premier temps, les premiers vols d'Artemis, les premiers vols de Starship, disons dans cette décennie et la décennie suivante, ça va plus être pour tester des technologies. L'intérêt scientifique est assez, bon, pas mineur, mais secondaire, disons, je pense, par rapport à l'intérêt technologique qu'on y trouve. Savoir utiliser le régolithe, donc la poussière lunaire, pour construire des habitats par exemple, ou des circuits électroniques, ou des choses comme ça. Savoir en extraire les ressources dont on a besoin, l'oxygène notamment, l'eau. Tout ça, c'est des trucs cruciaux qui vont permettre globalement de faire diminuer les coûts d'accès à l'espace en général et à la Lune en particulier. Donc c'est ça la clé, quoi. C'est vraiment ça la clé. C'est une diminution des coûts et donc une plus grande accessibilité. Ça va coûter moins cher d'aller dans l'espace, en gros, grâce à tout ça. Je pense qu'on est biaisés, toi et moi, parce qu'on est plus des ingénieurs, donc il y a plus peut-être le côté plus industriel qui nous intéresse, mais alors moi je suis pas capable de le faire, mais je veux dire, quand tu parles avec un géologiste qui est passionné par la Lune, il va te donner 10 000 raisons pour aller sur la Lune et aller faire des carottes à droite à gauche, et à quel point on comprend pas l'histoire de la Lune, comment les partager avec la Terre, etc. Donc en fait, ça c'est ce que je disais un peu au début, c'est que tout le monde a ses raisons et je pense qu'elles sont toutes bonnes, quoi. J'aimerais bien sur des trucs qu'on a vus dans le chat. Tu peux remonter le chat normalement. Ouais. T'avais vu une question ? Il y avait des commentaires sur l'économie sur la Lune. Est-ce que c'est aller prendre des ressources sur la Lune pour les ramener sur Terre ? Ouais. C'est un peu le gros point d'interrogation. Enfin, si vous me posez la question aujourd'hui, je dis non, parce que le coût de transport, même avec Starship, et même avec un truc, on va dire 10 fois mieux que le Starship, c'est que ça coûte quand même encore trop cher de ramener des trucs de la Lune. Surtout pour des ressources qui sont déjà abondantes sur Terre. À part l'hélium 3, je dirais... Ouais, voilà. Enfin, si c'est pour ramener du fer, on fait des carrières de fer, c'est plus simple, quoi. Ou de l'eau, merci, quoi. Mais on en a. Ouais, voilà. Après, il y avait un autre commentaire que j'ai trouvé marrant. C'était Love Story sur la Lune. Moi, je
que c'est plus ces parties-là de l'économie qui vont marcher pour la Lune. C'est, imagine des sports, des sports dans un stade en 0G, les figures acrobatiques de fou que tu peux faire. Je sais pas moi, ouais, des émissions, des documentaires sur les gens qui vivent dans un endroit qui est totalement différent de nous, ou je sais pas moi, les courses de rallye dans le régolithe lunaire. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui coûtent rien à ramener. Enfin, c'est juste des ondes, hein, donc il y a plein de fusées pour ça. Mais qui, pour autant, pourraient faire des rentrées d'argent pour les gens qui sont sur la Lune et voilà, et rendre tout ça profitable. La Lune, c'est juste à côté. On peut imaginer des vacances de 2 semaines où on va sur la Lune et puis après on rentre. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans faire de l'extraction massif de roches, enfin de métaux, etc. Ça, c'est dans un futur lointain. Mais pour accéder à ce futur lointain, on est d'accord que la première brique élémentaire, c'est de pouvoir maîtriser le carburant sur la Lune et puis en orbite déjà. Et ensuite, grâce à Starship notamment, mais peut-être d'autres systèmes plus tard, permettre d'augmenter la masse de choses qu'on transporte sur la Lune pour pouvoir augmenter justement augmenter ces infrastructures-là, permettre de rêver de plus en plus de choses, exactement, l'accessibilité. Dans un premier temps, peut-être des systèmes qui sont pour produire de l'oxygène, produire de l'eau, vérifier que les plantes arrivent à pousser, essayer de construire ça me fait rappeler qu'il y a aussi des contraintes, notamment atterrir sur la Lune. Ça se fait pas comme ça, déjà c'est très difficile d'un point de vue technologique, c'est difficile, mais la poussière lunaire, une fois que quand vous atterrissez, elle est projetée à très très grande vitesse, les poussières peuvent même partir en orbite, donc il y a des recherches qui sont faites notamment pour essayer de construire des pads, genre des ensembles de lancement sur la Lune qui seraient par exemple des structures de régolithes fusionnées qui seraient beaucoup plus solides et qui se mettraient pas en miettes à la première fusée venue. Voilà, il y a plein de techniques comme ça, plein de contraintes aussi à prendre en compte, et avant de rêver au futur que Erwan a envisagé, aujourd'hui, là on est plus dans la décennie ou les vingtaines d'années, les trentaines d'années qui vont permettre de tester quelles sont les contraintes principales et comment tourner autour. Et moi, ce qui me plaît dans cet aspect-là de l'exploration, c'est qu'on va être confronté à un nouvel environnement. On a lancé des stations dans l'orbite terrestre pour être confronté à l'apesanteur. Et bien là, on va être confronté à un environnement avec déjà dans le vide, sur une surface d'un autre astre, sous gravité réduite, avec accessible des ressources locales. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Comment est-ce qu'on développe des technologies pour évoluer dans cet environnement ? Et ensuite, comment ces technologies développées pour cet environnement-là peuvent permettre de nous aider, nous, sur Terre, à développer d'autres technologies ou trouver d'autres moyens de faire les choses sur Terre. Donc, il faut bien comprendre que quand on part vers la Lune, on n'est pas en train de dire let's go, on laisse femmes et enfants derrière nous et on prend nos petits baluchons et on se casse. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on va aller explorer, tester plein de trucs et ramener toutes ces connaissances sur Terre et appliquer. Voilà. Oui, l'essentiel des produits du spatial, et ça sera les produits des industriels qui font des choses sur la Lune aussi, c'est de la propriété intellectuelle, c'est les choses que tu inventes pour répondre à ce nouvel environnement et que tu peux aussi transposer pour des choses qui te servent ici. Tu avais reçu Alexandre, c'est ça, dans la capsule. Du coup, son but, c'était d'aller séparer l'oxygène du régolithe lunaire pour garder des métaux propres. Et en fait, on avait vu que c'était un partenariat avec une vraie entreprise en Angleterre qui, elle, était intéressée par ça parce que ça permettait de décarboner ces procédés industriels issus du minage. Donc, il y a des... En fait, c'est assez compliqué parce qu'à chaque fois, c'est très bas dans les sujets, c'est des sujets qui sont très précis, mais il y a énormément de parallèles qui peuvent se faire entre ce qu'on fait dans l'espace et ce qu'on fait sur Terre. Enfin, et comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on fait sur Terre. Et dans le chat, là, j'ai vu Zébulon34 qui disait
Enfin voilà, concrètement, pourquoi les entreprises privées, ça les intéresse? Parce que c'est un peu utopique tout ça. On parle de long terme, de science, etc. Que viennent faire les entreprises privées là-dedans? Mais on a tendance à penser que l'économie, ça serait forcément un truc qui serait tourné vers la Terre, ramener des trucs vers la Terre, etc. Mais sur place, déjà, il va y avoir toute une économie qui va se construire. Parce que déjà, quand tu y vas, que tu as ta fusée et que tu veux repartir, bah, il te faut du carburant. Donc pourquoi pas quelqu'un sur place qui produit du carburant et qui te le vend au moins cher que ce que ça te coûte de l'amener là-bas. Exactement. Et puis, je sais pas, tu veux construire une mine pour aller produire ton carburant. Du coup, il y a des gens qui vont terrasser ton terrain, faire des murs pour que tu puisses faire ton usine, etc. Enfin, ouais, c'est un peu, c'est un pays à part entière, quoi. C'est qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui vont se rendre des services mutuellement sur la Lune. Et là-dedans, il y a de l'argent à se faire. Parce que derrière, il y a des rentrées d'argent du gouvernement qui veulent faire qui veulent faire démarrer ce sujet-là. Et du coup, ben, voilà, les entreprises privées, entre elles, se rendent des services, mais tu as quand même une rentrée d'argent extérieure. Au début, ce sera le gouvernement pour la science, etc. Et puis plus tard, ce sera des émissions de télé-réalité et tout ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je te rejoins tout à fait. Je ne sais pas ce que ce sera plus tard, quoi. On sait pas, non, on n'a aucune idée de ce que ça va être plus tard. Ce qu'on sait, c'est que dans les 10 prochaines années, on va tester ces trucs, ces technologies de base pour ensuite. Mais ce qu'il faut comprendre, oui, c'est qu'à plus long terme, on parle de changement, enfin d'un nouveau continent. Voilà, c'est un nouveau continent à explorer, un nouveau continent à investir, et c'est, enfin, comme la découverte des États-Unis, des Amériques au XVe siècle, je veux dire, ça a tout changé. Le monde a totalement changé avec la découverte d'un nouveau continent. Bah, c'est la même chose, en fait. C'est un peu la même chose. Là, ce qu'on regarde, là, c'est justement un replay de l'émission que j'avais faite avec Alexandre, qui nous expliquait que avec l'énergie concentrée du Soleil, on arrivait à faire fondre la régolithe lunaire, donc le sol lunaire, pour qu'il se durcifie, pour pouvoir, par exemple, créer des comment on appelle ça? J'arrive jamais à dire landing pads en français, je sais pas comment on dit. Mais des trucs pour que les fusées atterrissent, quoi. Des pas de tir, quoi. Des pas de tir, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Salut Firetie. De l'industrie d'impression 3D en régolithe, exactement. Je fais souvent le parallèle avec, tu vois, que m'apporte à moi personnellement l'économie de l'Australie. Bah, pas grand-chose. Il y a quelques exports, mais bon, c'est assez minime. En attendant, les Australiens, entre eux, bah, ils ont tout leur écosystème. Il y a des entreprises sur place qui vendent des services à d'autres entreprises australiennes, etc. C'est... Ouais, mais tout à fait. Vraiment, faut imaginer ça comme un pays. Voilà, en plus, on a débloqué une nouvelle partie de la carte, et ça y est, maintenant, on peut avoir un pays là-bas. Pour les gens qui jouent à GTA. Question un peu d'avis, est-ce qu'il est plus facile de coloniser, exploiter la Lune ou l'Antarctique? Bah, ce qu'il y a, c'est que... L'Antarctique. Bah oui, je pense qu'en termes d'accessibilité, c'est l'Antarctique tous les jours, tu vois. Parce qu'au final, même en termes de conditions environnementales, c'est même plus clément en Antarctique que sur la Lune. Hein. Ouais, après, on le fait pas parce qu'on veut pas. Enfin, il y a une espèce de règle là, on n'a pas le droit de miner au-dessus de je sais pas combien de degrés nord et sud parce qu'on veut préserver les environnements des pôles. C'est aussi un choix. L'avantage de la Lune, de Mars, etc., c'est qu'il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de biosphère à détruire. En fait, c'est un immense bac à sable où on peut tout faire et bon, si on trouve des choses à détruire, évidemment, on fera gaffe à... Ouais. Enfin, je veux dire, il y aura tout le temps assez de personnes qui seront contre pour défendre le fait qu'on détruise rien qui ait de la valeur. Mais, enfin, voilà, disons que la Lune, c'est un grand bac à sable où il n'y a pas de biosphère à détruire. L'Antarctique, ce serait dommage enfin, c'est la mentalité qu'il y a en tout cas en ce moment, ce serait dommage de le coloniser parce qu'en fait, c'est une des dernières parties de la Terre qui
qui est encore dans son état originel. C'est ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est que l'exploration spatiale, elle détruit pas un environnement. L'environnement, il est déjà... Enfin, je veux dire, on n'a pas de vie à y détruire. Et surtout, du coup, on peut déplacer nos industries polluantes qui détruisent notre environnement ici vers des environnements qui ne sont pas destructibles, quoi. Donc ça pourrait être, à très long terme, excellent de se dire, voilà, l'industrie des processeurs, on construit tous nos processeurs vers la Lune, dans la Lune, sur la Lune. Ça serait ouf. Mais... Alors Zébulon, qu'ils arrivent à faire du carburant low cost pour cette exploration, pour l'orbite basse terrestre, mais pour le carburant low cost pour le ramener sur Terre, je suis pas convaincu. Ah non, mais on n'a jamais dit que le carburant low cost de la Lune servirait à être ramené sur Terre. Non. Il va permettre au vaisseau... C'est pas le carburant en soi qui est la valeur ajoutée. Le carburant, il permet une accessibilité, il permet de se déplacer, il permet de déplacer des choses de valeur ajoutée. Comme on le disait, ramener des trucs de la Lune vers la Terre, on pense pas c'est pas sûr. Par contre, le carburant produit sur la Lune qui va ensuite permettre à des vaisseaux plus lourds d'aller vers Mars, ou d'aller vers des astéroïdes, ou d'aller, etc., etc. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. À quand des vacances dans un hôtel lunaire? Bah ouais, ça fait rêver. J'espère que et à la retraite, je pourrais partir en vacances sur la Lune. Éthiquement, c'est moyen. En gros, on chercherait une poubelle spatiale. Mais c'est beaucoup plus éthique de polluer, entre guillemets polluer un environnement qui ne peut pas être altéré, que de polluer un environnement qui contient la vie et qui est très fragile. Au contraire, je dirais que la question c'est l'éthique se pose pas de on doit protéger la Terre en essayant d'arrêter de la pollution, et voilà. Ça marche un peu dans l'autre sens, c'est tu dis partant du principe qu'en fait aujourd'hui on ne sait pas le faire proprement, du coup où est-ce qu'il vaut mieux le faire? Et du coup pour moi la réponse elle est dans l'espace. C'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est un sujet qui est... Ah mais bien sûr, hein. C'est un sujet politique au final, hein. C'est un sujet politique et c'est un sujet personnel, quoi. Et tu vois, ce que nous dit Tetro Alberto, on peut l'entendre aussi. Il faudrait plutôt modifier les modes de vie pour arriver à vivre sans tout ravager. Mais le fait est qu'aujourd'hui, de base, c'est pas possible. Tu vois, l'ordinateur qui m'a servi aujourd'hui à vous faire cette émission, il a pollué parce qu'il a été construit sur Terre et que il y a eu des produits chimiques extrêmement nocifs qui ont été servis et déversés dans la nature pour construire cet ordinateur. Tout ce qu'on a autour de nous, ça a été à un moment donné polluant pour la planète. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas altérer la Lune, ne reste pas un environnement? Non, mais on sait que la vie ne peut pas être détruite. Il n'y a pas une biosphère. Il n'y a pas de cycle de, il y a pas de cycle de l'eau. Il n'y a pas d'air. C'est quand même un environnement qui est très 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 stable. Et on peut aussi imaginer faire les deux, comme nous disait Ashline, tout à fait. Parce que encore une fois, ça ne sera pas du jour au lendemain, hein. Ça sera une évolution. C'est-à-dire que si on y arrive, petit à petit, les industries vont se tourner vers l'espace, ou peut-être que des lois vont être mises en place pour dire non, les industries, maintenant, vous n'avez plus le droit d'être sur Terre, vous allez dans l'espace. Voilà, c'est possible. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain en disant allez hop, maintenant tout le monde dehors. Tu vois, en ce moment, là, il y a pas mal de discussions, parce que je crois qu'il y a le département de l'énergie américain qui finance des SBSP, là, Solar Based Solar Panel. Ouais. Bref, du coup, l'idée, c'est de produire de l'énergie dans l'espace et de l'envoyer sur Terre. On ne sait pas si c'est possible, mais enfin si c'est possible. C'est possible, mais on ne sait pas si c'est économiquement viable parce que tu vois, c'est tellement pas cher de brûler du charbon ou de construire des panneaux solaires aujourd'hui que en fait, peut-être que s'embêter à faire des trucs dans l'espace, ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour autant, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. En fait, mais il y a peu de chances que ça marche. Mais si ça marche, le potentiel est tellement énorme. Parce que ça veut dire que si demain on est capable de produire de l'énergie dans l'espace et de le redescendre sur Terre,
et que, je sais pas, les satellites, on peut les produire à partir de ressources lunaires. Ça veut dire que toute l'industrie de l'énergie, tu l'as, elle a plus vraiment lieu d'être sur Terre dans les échelles qu'elle a aujourd'hui, quoi. Et, et du coup, ben, c'est autant de pollution en moins, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Bon, après, ça peut poser aussi des problèmes. Je me demande comment est-ce que l'atmosphère réagirait. Est-ce que ça ne créerait pas un effet de serre de malade? Je sais pas trop, tu vois. Suivant la longueur d'onde de ces trucs-là, je sais pas. Bon, bref. Ouais. Après, enfin, challenge technique et tout. Alors, Desmolo. S'occuper une vie sur ce sujet. Bien sûr, bien sûr. La construction d'une fusée et de ses ergols a un coût énergétique immense, bien supérieur aux gains espérés en délocalisant quelque chose dans l'espace. Aujourd'hui, Desmolo, c'est ça qu'on est en train de te dire, c'est que là, ce que tu dis, c'est valable aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai aucun argument contre toi en disant qu'aujourd'hui, si tu veux construire une fusée, ça coûte moins cher de la construire sur Terre que sur la Lune, ça c'est sûr. Par contre, imagine-toi dans un monde où on a réussi à développer une économie lunaire grâce à Starship ou des vaisseaux qui ont permis d'emporter de tonnes et des tonnes de choses sur la Lune pour qu'on construise des villages, des industries, des choses, et qu'on soit capable d'imprimer en 3D des métaux. Il y a beaucoup de métaux hein, sur la Lune, il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de choses. On a du carburant, on a des métaux, on a des industries qui arrivent à imprimer en 3D ces choses-là. Et ben, la question va se poser de quand tu vas vouloir aller sur un astéroïde, ou envoyer une sonde vers un astéroïde, est-ce que c'est pas plus pratique de construire ta sonde dans l'espace directement et de la lancer depuis la Lune? Enfin, bon, bref. On parle dans des dizaines, des centaines d'années de bilan énergétique. Mais si tu arrives à construire tes trucs-là, et si tu arrives à avoir tes ergols sur la Lune, ça dépend de ta destination. C'est moins cher de décoller depuis la Lune que de décoller depuis la Terre. Et on parle vraiment de ça. On parle vraiment d'avoir des ergols depuis la Lune. C'est un peu le même débat que, tu vois, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir une ligne d'avion ou construire une ligne de train? La ligne de train, c'est vachement mieux parce que les émissions variables, enfin, je veux dire, kilomètre par kilomètre, c'est bien moindre, mais il y a un coût initial qui est plus important. Et ben, dans le grand schéma des choses, tu peux voir l'espace de la même façon. C'est qu'à court terme, ça veut dire qu'il faut construire plein de fusées, il faut envoyer plein de trucs dans l'espace. Donc, c'est clair que c'est. Ah oui. Enfin voilà, ça pollue plus. Tu le fais pas. Ah oui, à mais court terme. Après, tout ce qui est hors de la Terre, ben, c'est que du bonus, quoi. Donc il y a un moment où tu as un espèce de retour sur investissement, quoi. Salut Curue Noire. Alors. Et dans tous les cas, voilà, tout ça c'est possible. On peut déplacer des tonnes et des tonnes sur la Lune. Ou dans l'espace, hein, parce que le Starship, bon, c'est pas le cas du HLS, mais le Starship, imagine, tu remplis son intérieur comme un avion de ligne low cost, t'envoies 500 personnes dans l'espace. Si en orbite basse, tu as des méga usines où tu as des gens qui peuvent rester pendant des mois pour bosser, tu vois, si tu prends 500 personnes, que tu les envoies en orbite basse et qu'ils restent 6 mois, bah, c'est 6 mois en moins où ils font des trucs sur Terre. Et tout ce qu'ils produisent là-haut, s'ils redescendent avec, c'est ça en moins qui a été produit sur Terre. Ok, mais il faudra amener tes machines construites sur Terre pour créer tes usines lunaires et d'abord réussir à vivre en autonomie sur la Lune. Après, si on parle de fiction à l'échelle de plusieurs siècles, tout est envisageable en effet. Non, mais nous, on n'est pas en train de dire... ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que le choix de Starship par la NASA, c'est la brique élémentaire qui nous manquait pour espérer un futur d'économie lunaire. Et ensuite, on a extrapolé en disant qu'est-ce qu'on peut y faire sur la Lune, qu'est-ce qu'on peut envisager comme futur sur la Lune que permettraient ces briques élémentaires apportées par Starship. C'est ça la question. Évidemment que tu peux supputer sans vraiment de justification pendant des heures sur des concepts. Mais aujourd'hui, c'est factuellement, si tu arrives à avoir une baisse des coûts et donc une meilleure accessibilité vers la surface de la Lune, qui peut te permettre d'augmenter de plus en plus de nombre de matériaux que tu puisses emmener vers la Lune, donc développer des infrastructures sur la Lune, donc d'exploiter des ressources lunaires
eh ben, tu as le droit de te poser la question, mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu as toutes ces ressources lunaires à disposition? Eh ben, la réponse, c'est bah, tu peux faire des lancements, tu peux aller exploiter, explorer, faire plein de trucs, tu peux faire de la science, tu peux faire beaucoup de choses. Et c'est ça la question qu'on a posée. Et c'est ça que Starship pose comme question aujourd'hui. La question de Starship d'apporter 100 tonnes sur la Lune, c'est colossal. C'est vraiment colossal. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que ça change? Voilà. C'est vrai qu'on on a peut-être un peu trop extrapolé, enfin on est parti un peu trop dans le futur, mais pour revenir au sujet de l'émission, c'est ça quoi. En fait, c'est des questions qu'on ne pouvait pas se poser avant, alors que maintenant que le Starship, on sait qu'il va devenir une réalité et qu'il peut transporter plusieurs tonnes sur la Lune à chaque fois, et bah, c'est tous ces futurs-là qui deviennent possibles, et c'est pour ça que c'est génial que la manifestation soit là, quoi. Bah, c'est des futurs Futurs qui sont loin, quoi. qui sont très très loin. Mais on avait déjà envisagé ces scénarios-là, mais en fait, disons qu'avec le choix de Starship, il semble moins loin qu'avant, en fait. Voilà. Mais en quoi c'est intéressant? J'aimerais croire que c'est pour multiplier les missions scientifiques, mais on sait très bien que c'est pas le moteur principal. Alors Curie Noire, on en a discuté très longuement, mais c'est très intéressant parce que c'est pas qu'une question d'argent, mais c'est juste une question d'économie, c'est-à-dire l'accessibilité à l'espace va être grandement augmentée, les coûts vont être réduits, donc c'est très très intéressant pour pouvoir envoyer des choses vers la Lune, en ramener, etc., etc., à moindre coût. Mais je t'invite à écouter le podcast ou la vidéo YouTube en replay, si jamais tu es intéressé par les discussions de ce midi. Je sais pas si tu as rejoint en cours de temps. Question par rapport au lancement de demain. Le live est prévu pour demain. Un live est prévu pour demain. Je liverai demain, oui, à midi. Pareil, midi 14h. Je ferai pas un live très long. Mais je liverai, ouais. Bon, ce sera un live tranquille, on discutera, hein, parce que j'ai pas énormément de connaissances sur la mission de Thomas Pesquet. Exactement, chaque jour qui passe, un jour de moins. Quand même. Ah oui, ça va être chouette. Ah, c'est 11h49 le décollage. Ah merde. Ah, c'est chiant. Faudrait voir si je peux pas lancer le live avant 11h49, mais bon, ça va être compliqué. Ouais. Alors je décale, je fais 11h30, 13h30. Je peux faire ça, je sais pas. Mais ouais. Mais en tout cas, des discussions très passionnantes. Quelle heure il est là? 13h41, très bien. On a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Chaque jour qui passe, c'est un jour de plus sans John Lennon. Ouais, voilà. Bon, bah, là, le but, c'était pas... Je veux remettre aussi les idées claires, c'est que le but, c'était pas de faire un stream sur fanbase SpaceX ou quoi. On est juste factuel. Que ce soit SpaceX ou n'importe qui d'autre, le fait qu'on ait un véhicule qui permette d'atterrir des quantités énormes de matériel sur la Lune, voilà ce que ça change. Là, il se trouve que c'est Starship, mais il n'y a pas de fanatisme pour Starship. Comment tu dois t'y prendre pour stream le live de la NASA? Vas-y, pardon. Demain, le EL3 il est redimensionné pour faire 100 tonnes, on peut refaire la même émission, quoi. Alors voilà, on n'a pas parlé beaucoup du... Mais tu vois, je m'imagine les équipes de l'EL3 qui ont appris ça. Alors le EL3, c'est le Large European Lander, Large Lunar Lander, donc c'est un atterrisseur sur la Lune non habité, proposé par l'ESA. European Large Logistic Lander. Donc, enfin, ça fait un peu pas le figure, parce que c'est censé pouvoir transporter 2 tonnes, je crois, ou 2 tonnes 5 de charge utile sur la Lune. Et là, 2 tonnes 5, je vous le dis, par rapport à un Starship, enfin, honnêtement, hein, on va pas se le cacher, ça sert à rien. si Starship existe, je vois pas dans quel monde EL3 vole. Ça m'étonnerait grandement. Bah, ça va être intéressant la réaction de l'Europe, parce que
Enfin, tu vois, il y a un côté un peu de souveraineté, c'est qu'en fait, on n'a aucune garantie que les Américains ils nous laisseront emmener des trucs sur la Lune Ah, mais c'est et clair, dans hein. des grandes proportions, quoi. Même si, euh, même si SpaceX c'est une entreprise privée et qu'ils diront pas non À du des thunes. bénéfice, Mm. ça n'empêche que le gouvernement américain peut dire non et voilà, quoi. C'est ça. Alors, mais du coup, enfin, c'est une question très intéressante. Où se place l'Europe aujourd'hui si enfin, dans le contexte d'exploration de la Lune, si Starship fonctionne. Et ça, est-ce qu'ils continuent à faire leur programme indépendant pour avoir, comme tu disais, un accès indépendant à la surface lunaire, avec un petit lander par exemple? Est-ce qu'ils décident de concrètement se dire, bon, on abandonne les frais, les landers, les autres font mieux que nous, tant pis, et on utilise ces sous pour payer en fait des payloads sur les Starships, ce qui peut être un choix. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de questions, hein. Là, Starship, ça pose beaucoup de questions. Donc, On a une carte la- à jouer à dire, parce qu'on a pas mal d'industriels et tout en Europe, de dire, ben, s'il y a la capacité d'envoyer 100 tonnes sur la Lune, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et ben, nous, l'Europe, on va construire des choses à mettre dedans, tu vois. Ça, exact. ce serait une grosse plus-value, je pense. Et exactement. En fait, Bénéficie de nos forces, quoi. là, on parle d'une initiative qui se veut internationale. Artemis, bon, certes, il y a des grands penchants américano-américains, mais on est quand même dans un truc qui est quand même ouvert explicitement aux partenaires internationaux. L'Europe pourrait faire le choix de dire, on a un budget inférieur, on n'aura pas la capacité de rattraper notre retard en termes de lanceurs ou de systèmes d'atterrissage complexes. Par contre, on peut prendre le tournant de la charge utile. On se charge de trouver des missions ou des choses qui peuvent être intéressantes à tester sur la surface et on met plein gaz sur ce qui va être transporté par les partenaires internationaux. Et c'est un choix, c'est une politique. Malheureusement, l'Europe, depuis longtemps, enfin malheureusement et heureusement, je sais pas trop, cherche toujours à avoir cette indépendance, donc à la fois dans les lanceurs orbitaux, et c'est bien normal pour avoir son accès à l'espace, mais plus tard se posera la question de l'accès à la Lune, etc. etc. Et en fait, avec un budget inférieur à celui de la NASA, plusieurs États membres à coordonner et des initiatives différentes à aligner, c'est compliqué de faire un programme ambitieux et qui part pas dans toutes les directions. Tu rajoutes à ça tous les programmes scientifiques d'observation de la Terre qui sont excellents. Il y a quand même encore beaucoup de challenges en termes d'exploration habitée en Europe et on n'y est pas, quoi. On n'y est pas du tout. Mais je suis d'accord avec toi qu'on pourrait le faire ce choix, mais ça m'étonnerait qu'ils le fassent, tu vois. Parce que ça serait abandonner leur indépendance. Ça m'étonnerait. Comme dit le geek, là, c'est vrai que pour le moment, on est... Enfin, moi, je pense qu'on va rester un peu dans la trajectoire actuelle, quoi. De toute façon, on a toujours l'excuse de se dire que peut-être que le Starship, ça va pas marcher, etc. Mais C'est un peu moins crédible comme approche parce que la NASA a filé 3 milliards et mise dessus pour aller sur la Lune, mais c'est quand même encore une possibilité. Donc, Mais moi je pense suis qu'on est d'accord, pas- mais bon, ça fait pas rêver quoi. De se dire on attend, et puis le truc c'est que si ça marche, bah tu prends 15 ans de retard dans la vue quoi. Super. L'ESA se rapprocherait de la Chine. L'ESA a déjà fait pas mal de coopération avec la Chine, ouais. On les a mis de tout le monde en Europe. Ouais, j'ai des collègues qui travaillent sur un projet franco-chinois. Sur SVOM. Mm. Mais il y a des projets franco-russes, ESA, Roscosmos, il y a beaucoup de projets croisés comme ça aussi. Quel impact a cette annonce sur le Bitcoin? Je pense qu'elle a eu un T'as impact vu, hein, conséquent. le fond d'écran curé noir, c'est To the Moon. To the moon, exactement. Ah, c'est très géopolitique. Ah oui, non, mais c'est le choix du Starship, enfin vraiment, il pose beaucoup de questions, beaucoup de questions.
Bon, maintenant, moi j'ai bien peur que l'Europe soit déjà trop en retard pour rattraper le retard, ça c'est sûr. Et à vouloir continuer de rattraper le retard, on continuera d'être en retard en fait. Et ce qu'il y a, c'est que c'est plus. Là, je pense qu'on est plus sur on n'est pas du tout sur une progression linéaire. C'est que la petite avance que t'as sur des technologies aussi clés que refueling en orbite et exploration de la Lune, c'est en fait un gouffre qui va se créer petit à petit, quoi. Donc ouais. Une Ariane Next au stéroïde avec 28 moteurs Prometheus. Pourquoi pas? Pour, hein. Ce serait beau, ouais. Franchement, je pense que, comme tu dis, il faut pas essayer de rattraper le retard, quoi. Faut voir c'est quoi l'étape d'après et passer direct dessus. Ouais, mais tu sais très bien comment c'est. Hein. Oui. Je viens de regarder, la navette spatiale était capable d'emmener 16 tonnes sur l'orbite de l'ISS. Est-ce que c'est physiquement possible d'envisager d'envoyer 100 tonnes sur la Lune, uniquement d'un point de vue du bilan énergétique? Le ratio charge embarquée, masse... Ouais, parce que en fait, Desmolo, c'est que tu envoies pas 100 tonnes depuis la Terre. C'est, t'envoies 100 tonnes, enfin, t'envoies un Starship en orbite basse, et tu le remplis de carburant, et ensuite tu peux ramener les 100 tonnes qui sont à bord du Starship de charge utile, tu peux l'emmener sur la Lune. Et c'est ça qui change tout, c'est le refueling en orbite qui change tout. Parce que tu peux emmener 100 tonnes sur la Lune grâce à ça. Donc c'est pas depuis la Terre. Et en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est vous faire comprendre, c'est que le fait qu'on puisse faire le plein, que ce soit sur la Lune ou en orbite basse, ça change tout. Ça change tout. Ça décuple les capacités d'emport. Et ouais, c'est ça qu'il faut qu'on... Si vous avez une seule chose à comprendre de ce stream-là, je pense que c'est celle-ci, quoi. Ok, donc pour remplir un Starship, il faudrait envoyer une dizaine de fusées. Bah non, il faut envoyer un deuxième Starship. Avec lui, il faut un deuxième Starship qui est du carburant, quoi. Non, c'est ça, hein, c'est à peu près une dizaine de vols, parce que... C'est 10 vols de Starship pour remplir un Starship? Ouais. Mais en fait, ça ouais. c'est bien expliqué dans le document. Enfin, il parle pas du fait qu'il faut 10 vols, mais il faut 10 vols. Pourquoi? Parce que, en gros, le Starship, il peut mettre 100 tonnes en orbite terrestre. Ouais. Hein, ou 150, je sais pas. On ne sait pas vraiment. Mais du coup, ces 150 tonnes-là, au lieu d'être de la charge utile, bah, tu considères que c'est du carburant supplémentaire. Et donc, ça veut dire que dans le Starship qui attend en orbite basse, bah, tu peux remettre que 150 tonnes. Donc, si tu veux remplir les 1200 tonnes de réservoir, bah, il faut 10 vols, quoi. Ok. Et dans le document, ils expliquent qu'effectivement, ça, c'est un gros risque dans l'architecture du Starship. C'est beaucoup, parce ouais. que ça veut il faut être capable de faire 10 lancements assez rapprochés dans le temps et 10 docking et 10 transferts de carburant. Enfin, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en fait, ça leur allait bien parce que tout ça, ça se passe avant d'envoyer avant d'envoyer la mission. Parce que en fait, ce que va faire SpaceX, c'est qu'ils vont envoyer un Starship en orbite. Ensuite, ils vont envoyer X autres pour le remplir. Et une fois qu'il y a un Starship qui est plein en orbite qui attend, il lance celui qui contient la charge utile, il le dock à celui-là, ils prennent tout le carburant qui est dedans, et hop, ils partent direct pour la Lune. Ah. Donc en fait, tout le risque, docking, etc., ça se passe avant la mission. Bien sûr, ouais. Et c'est totalement inhabité. Et du coup, voilà, il n'y a personne à bord à ce moment-là. Avec 10 lancements, ça devient pas plus intéressant de faire des réservoirs en Léo. Ça pourrait, hein. Ça pourrait avoir développé un marché pour ça, ouais. En fait, si tu gardes un Starship en Léo qui attend de se faire remplir, c'est un peu comme un réservoir. Je sais pas ce qu'ils vont faire, et peut-être qu'un jour, on verra un Starship décoller en blanc, et on verra que celui-là, il n'est pas fait pour redescendre, ça va être le dépôt, et on va tout le temps le remplir, tu vois. Il restera en orbite, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça serait rigolo d'avoir une espèce de... Mais après, il faut aussi réfléchir que les carburants, ils doivent être liquides et cryogéniques, donc on peut pas les garder... c'est une contrainte très forte hein, de garder les carburants liquides sur des longues durées, et pour éviter qu'ils s'évaporent, etc. Donc ça ouais. C'est quoi Léo? Léo, c'est orbite basse. L'orbite basse. Du coup, il y aura sûrement un Starship un peu spécial qui sera construit avec voilà, peint en blanc, avec une grosse ombrière, peut-être un peu plus de panneaux solaires pour reliquéfier le carburant qui s'évapore. Ouais, en fait c'est un dépôt, quoi. Enfin, c'est juste que c'est pas une infrastructure qui est fixe, c'est un Starship, mais pas bien même. Et pourquoi remplir avec plusieurs Starships pas plutôt avec des lanceurs plus économes? Il faut voir le rapport du coût de lancement sur la quantité de carburant que tu arrives à emporter en orbite, quoi. Et je pense que Starship dépasse tout le monde. Hein. Bah, en fait, c'est le lanceur le plus économe. Bah c'est ça. C'est pour ça. C'est ça. C'est le lanceur le plus économe et qui transporte le plus. Après, les autres concepts là d'HLS, c'était un peu, enfin d'atterrisseur lunaire, c'était un peu pareil. C'était des, enfin fallait 3 ou 4 lancements, je crois. Parce que tous les éléments ils doivent être lancés indépendamment, parce qu'il n'y a aucune fusée qui est assez grosse pour tout prendre d'un coup. Donc au final, si tu as le choix entre 10 fois la même fusée ou, enfin je sais pas, ça se vaut quoi. Ouais. Le risque est pas au même moment dans la mission, c'est pas les mêmes fusées, donc ouais, clairement. Clairement. Non, mais c'est des questions intéressantes. J'avais pas réalisé, tu vois, que c'était 10 vols de Starship requis pour la mission. Bah, je sais pas, peut-être que c'est 6, tu vois. Enfin, on verra ce qu'ils font, mais. Mais ils pourraient aussi se dire, on remplit pas à fond, tu vois, et on met moins de masse en charge utile pour les premiers vols. On va pas chercher à emmener 100 tonnes dès le début, tu vois, par exemple, on pourrait se dire, on va emmener 10-20 tonnes. Ouais, non, clairement, je pense qu'ils se limiteront un peu au début. Je viens de voir un de mes profs dans la vidéo. Ah ouais? Vous pensez que l'atterrisseur de Boeing qui n'a pas été sélectionné... Que pensez-vous de l'atterrisseur de Boeing qui n'a pas été sélectionné? C'est du single stage. C'est pas du... Celui de Boeing, c'était pas du single stage, non? C'était 3 lancements, je crois. Hein. Boeing, il me semble bien que c'était lancé en 3 fois. Hein. 3 modules différents qui s'assemblaient en orbite. Alors, celui qui n'a pas été sélectionné du tout, enfin, qui n'a même pas gagné le contrat là, pour avoir 1 an et demi d'études. Ah, de Boeing, pardon, oui, Boeing et pas celui-là. Ouais. Je sais plus du tout. Je sais plus, mais je crois qu'en gros, il a été disqualifié parce que justement, il était plus gros. Donc, c'était pas un truc qui était en 3 morceaux. Et du coup, il fallait une nouvelle version de la SLS. Enfin, tu sais, fallait les nouveaux boosters. Et... Ah oui. Mais comme Boeing construit la SLS, ils s'étaient en mode, bah non, mais pour relancer ça, il faut un nouveau lanceur, quoi. Ah ouais, ils sont pas fous. Ah ouais, ils sont pas cons. Bon, Erwan, je vais pas te retenir trop longtemps. Il va bientôt être 14h. Je sais que t'as une réunion à 14h. Je vais te laisser. Merci beaucoup d'avoir été là, en fait. C'est trop cool. On se refait ça quand tu veux. Cool. Bah ouais, c'était sympa. Très sympa. On a bien parlé. Le fameux bloc 1B. Ouais, merci Erwan, les gens te disent sur le chat. Et moi aussi, je vais reprendre le boulot. Je vais raccrocher la conf Skype et puis dire au revoir aux gens. Et puis voilà. Ah bah non, on est sur Discord. Attends. Hop. Bon après-midi, Erwan. A plus, bon après-midi. À la prochaine. Ciao, merci encore. Hop là. Voilà, mesdames et messieurs. Je vais cut la VOD. Merci d'avoir écouté. Ah mais non, je peux pas cut la VOD. Streamlabs a planté. Let's go. Mesdames et messieurs, je peux même pas cut mon stream. C'est trop bien. Mon Streamlabs fait que planter depuis hier. C'est trop cool. Mais merci à vous d'avoir été là. Je vais me remettre sur le chat. Voilà, hop. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve demain matin matin midi,
pour le vol de Thomas Pesquet. J'espère que ça vous a plu, vous étiez très nombreux, vous avez eu des questions très intéressantes, c'était super cool. Merci pour le stream, merci à vous, Plexus du Menton, merci tout le monde. Oh non, j'arrive à la fin. Le replay sera disponible sur YouTube et sur Spotify en replay. Merci Ezwa, Erwan qui claque son sub, à plus. Énorme, merci beaucoup. Je vais raid quelqu'un, attendez, vous avez une idée de raid là pourrait raid... Y a qui dans Sciences et Technologies? Dites-moi des noms de gens que je pourrais raid. Terada. Terada qui fait du Star Citizen, non? Je suis arrivé à la fin mais c'était top. Avec plaisir, avec plaisir. Attends, je regarde ce qu'il fait. Terada. Star Citizen. Je peux vous laisser avec Terada, hein. C'est très bien. Très bonne suggestion. Hop, /raid. Terada. Les prochaines années s'annoncent folles. Ah oui, mesdames et messieurs, franchement, ne comptez sur moi pour vous tenir au courant sur tous ces aspects-là. On a produit les premières molécules d'oxygène, de dioxygène sur Mars. C'est un truc de malade déjà, c'est un truc de fou. C'est vraiment une semaine très clé, cette période-là qu'on est en train de vivre. Donc c'est ouf. Moi, je suis très impressionné par ce qui se passe. Et j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de voir la suite des événements. Bon après-midi, bon boulot, bon app pour ceux qui mangent tard, bon matin pour ceux qui nous écoutent depuis la Guyane ou de l'outre-mer. Et puis on se retrouve demain. Je vous tiens au courant sur le Discord pour l'heure exacte. Rejoignez le Discord si vous ne l'avez pas encore fait. Et merci d'avoir été là. Des bisous, à très bientôt. Maintenant, il faut pour cut le stream, il faut que j'arrête mon PC. Alors attendez, ça va être violent. Voilà, allez, des bisous, je cut le PC.